C'est bon, Ça la arrive. lumière verte, on peut sauter. Comme Bon, en direct, tu vas être obligé d'être poli, Anatole. ça. Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau vendredi, c'est-à-dire ce début d'été, j'ai envie de dire, enfin d'été, de vacances pour nos chers enfants, collégiens et lycéens, pardon. Et puis certainement pour certains d'entre vous, vous allez sûrement partir en vacances bientôt, dans la famille, à la plage, tout ça. Voilà, vous allez pouvoir profiter car l'année scolaire est terminée. Voilà. Alors du coup, écoutez, ce soir, on va faire une très belle émission avec Jess Grignou. Bonsoir Jess, merci d'être avec nous. Salut Anatole, bonsoir à tous les mystériens, les mystériennes. J'espère que vous êtes tous bien assis. Voilà, Jess qui va nous faire une très belle conférence ce soir sur l'Égypte et la naissance de la spiritualité moderne. Donc, Jess, donc, tu es auteur et bioénergéticien pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu as fait plusieurs conférences déjà sur Mysteria TV. Quelques mots sur toi. Depuis que tu es né, mon parcours est jonché de rencontres extraordinaires avec des entités de l'univers et de l'au-delà, une multitude d'entités matérielles ou immatérielles de toute origine et de toutes sortes, m'accompagnant, m'aidant, me soignant, m'enseignant, même à grand renfort, de rencontres, de canalisation, de voyages et de transferts, de formation et de soins. Il m'a enseigné plusieurs langues et une foule d'autres choses. Il suffit souvent que je pose mes mains sur quelqu'un pour qu'il se sente mieux ou bien. Mes visiteurs me réveillent plusieurs fois par nuit. Depuis au moins 4 générations, ma famille est suivie. Voilà. Alors, également, je vois que déjà dans le chat, il y a beaucoup de monde. Je vois qu'il y a également La Belette, Mathieu, Patricia, Annie, Cavano, Christophe, Laurence, Frédéric, Annie, Béatrice, Belle Harmonie, Châtaigne, Fabrice, Jojo. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, juste avant de commencer cette conférence, je voulais rappeler que j'ai mis en place ce matin un Discord, donc un Discord Mysteria TV. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un Discord, si vous voulez, c'est un programme de communication vocale qui remplace, on va dire, un petit peu Skype. J'ai fait un tuto également sur le YouTube donc de Mysteria TV pour vous aider à vous connecter. Et je vous invite à faire, comme déjà plusieurs l'ont fait déjà cet après-midi et aujourd'hui, à vous connecter et ça nous permettra d'échanger pour les personnes qui sont un petit peu isolées ou qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas vraiment de personnes avec qui parler de la spiritualité. Eh bien, nous serons toujours voilà, nous sommes là sur ce Discord pour vraiment échanger, pour parler, et c'est vraiment super. Et il y a plein de gens qui jouent le jeu, et voilà, j'espère qu'on sera beaucoup par la suite. Et autre chose, juste avant de commencer, aussi pour vous rappeler qu'à partir du 1er août, il ne me sera plus du tout possible de faire les conférences sur YouTube, car Google, si vous voulez, a décidé de supprimer Hangouts, donc le programme qui nous sert sur YouTube. Donc, nous ferons très certainement nos conférences à partir d'août sur Zoom. Mais je vous expliquerai tout ça au moment voulu. Bien. Alors, Jess, après ce grand résumé, je vais te laisser la parole. Alors, comme vous le savez, donc, la dernière fois, Jess est venue nous parler de l'Atlantide. Et donc là, tu viens nous faire un petit peu la suite de la conférence de la dernière fois. Voilà. Alors, je viens faire complètement la suite, en fait, oui, comme tu le disais. Donc, je vous ai parlé de l'Atlantide et donc des Atlantes, excusez-moi, je perds mon casque, et donc des Atlantes et de la manière dont ils sont arrivés donc sur Terre, ce qu'ils ont fait sur Terre, et jusqu'à la fin de l'Atlantide, en fait. Ceci dit, bon, comme nous allons voir ce soir, l'Atlantide n'a pas complètement disparu. Je vous disais l'autre fois que nous sommes les descendants, les héritiers des Atlantes. Et nous allons voir aujourd'hui, par certains côtés, moi je me suis intéressé à l'Égypte ancienne, qui est un sujet qui m'a toujours fasciné depuis l'enfance, déjà parce que j'ai vécu des vies égyptiennes et des vies atlantes. Et donc là, il y a tout un travail donc, que j'ai fait, qui me faisait hâte de faire, en fait. Bon, l'âge, l'expérience, le temps, les informations, la nouvelle technologie, les nouvelles découvertes aidant, nous ont apporté beaucoup de choses. Dans notre fait, moi, j'ai beaucoup progressé par rapport à mes contacts, déjà dans mes retours dans les vies passées et dans ceux des autres, comme j'en ai parlé dans notre émission sur la régression karmique. Mais également, il faut savoir que moi, tous les jours et toutes les nuits,
je suis en contact avec nos frères galactiques d'une partie ou d'une autre, et donc nous continuons à faire des formations, moi avec eux, ou sans eux d'ailleurs par ailleurs. Je travaille toujours beaucoup sur moi, donc il y a tous les jours du nouveau. J'ai pas 2 jours qui se ressemblent. Voilà, donc pour préparer l'entrée. Donc ce soir, nous continuons ce qui a été commencé dans la dernière émission. Nous descendons, donc les Atlantes, les premiers originaux Atlantes, les 7 races racines, donc sont descendus sur Terre. L'Atlantide a disparu pour partie, mais est encore ici. Et nous regardons leur héritage. Est-ce que tout le monde est bien assis? C'est bon? Oui, oui, bien sûr. Super. Donc j'y vais. Alors, il y a peut-être dans l'audience, il y a sûrement d'ailleurs, je devrais dire, parce que je sais qu'Anatole, toi, tu l'es déjà, des fans de Gods of Egypt, hein, qui nous montrent comment les dieux égyptiens interagissent avec les Égyptiens, interagissent donc d'une autre dimension, donc qui est dans le ciel du panthéon égyptien, mais dans la demeure des dieux, dans d'autres dimensions, et comment ils interviennent sur Terre. Et donc là, ça nous montre aussi très bien comment, vous avez vu que les dieux égyptiens se battent entre eux, mais c'était le cas également, les Grecs aimaient bien se taper dessus aussi, hein, les dieux grecs. Et donc, nous repartons là de vraiment la fin des Atlantes, avec les 2 clans, les matérialistes et les spiritualistes, donc qui luttaient pour le pouvoir, pour la prise du pouvoir, ce que nous allons retrouver aujourd'hui en Égypte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Atlantide a disparu pour une majeure partie. Beaucoup des terres de l'Atlantide se sont trouvées perdues et engouffrées. Il faut savoir que l'Atlantide était immense, hein, recouvrait plusieurs continents d'ailleurs. Et donc, on sait aujourd'hui, que les Atlantes venaient de Sirius, donc étaient atterris sur Terre. Ils avaient besoin de faire une expérience matérielle, donc c'est ce qu'ils ont fait sur Terre. Ils ont fait aussi beaucoup de choses. Ils ont participé à des guerres avec les Lémuriens et les habitants de Mu. Ils ont également fait les leurs, ils ont fait leur conquête et finalement fini par se faire battre. Mais pendant tout ce temps-là, ils sont descendus sur Terre, descendus en dimension, en vibration et sur Terre. Et donc, dans la matérialité, et descendant dans la matérialité, ils ont perdu de plus en plus de leur pouvoir. Ils ont gardé quand même, tous ceux qui ont survécu, les premiers Atlantes de la dernière race, bien, ils ont gardé quand même toute leur culture, ils ont gardé une très grande civilisation, et ils ont partagé cette civilisation. Ils se sont mis en œuvre de partager les survivants avec les survivants des autres parties, et notamment du monde, et notamment en Égypte. Et donc là, nous remontons à l'Égypte très ancienne, c'est-à-dire pas l'Égypte que nous apprenons à l'école, où il y a beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs fausses. Nous allons également en parler pour partie ce soir, mais nous repartons à l'Égypte vraiment très, très ancienne. Alors, je vais vous parler d'une dame qui est vraiment une très grande dame de l'histoire ancienne, qui est une professeure à la retraite aujourd'hui, qui est une professeure d'histoire et d'archéologie à l'université de Calgary. Bon, pour ceux qui ne situent pas Calgary, c'est au sud du Canada, à peu près au centre, je dirais, ouest du Canada, pas très loin des États-Unis. Et donc, cette femme s'appelle Carmen Bolter, et elle a complètement défrayé la chronique, elle a déchiré vraiment toutes les théories du monde en disant, bon, il faut arrêter de mentir aux gens, il faut leur parler vraiment de la vérité. Elle a fait une régression spontanée lors d'une visite en Égypte où elle travaillait, où elle était partie en mission d'archéologie. Et puis elle en a fait plusieurs par la suite, et elle a décidé de s'attaquer vraiment aux vrais problèmes, comme le fait aujourd'hui la française Bleuette Diode d'ailleurs, mais ils ne sont pas les seuls, de s'attaquer vraiment aux vrais problèmes, de dire aux gens, voilà votre vraie histoire, voilà vraiment ce qu'on sait en tout cas, à défaut de ce qu'on ne sait pas, mais il faut absolument réécrire l'histoire et rectifier absolument tout ce qui a été dit, qui est insupportable, insoutenable. Et donc, elle est repartie dans beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous parlerai de beaucoup de choses, mais il faut savoir aussi une chose pour les gens qui s'intéressent à l'histoire ancienne, c'est qu'il y avait un mot d'ordre, je dirais, dans les milieux universitaires, et ça c'est Carmen Bolter, donc cette femme dont je vous parlais tout de suite, qui a carrément brisé le silence avec ça, comme quoi aucune civilisation sur Terre ne pouvait être vieille de plus de 6000 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on remontait à 4000 ans avant Jésus-Christ, il n'y avait plus rien. Il y avait en fait des brutes épaisses qui vivaient chasseurs-cueilleurs ou dans leurs cavernes, et puis voilà.
en fait, bon, c'est aujourd'hui que c'est carrément pas vrai. On a retrouvé beaucoup de choses dont je vais vous parler ce soir et qui nous ramènent, qui font vraiment le lien entre l'Atlantide, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, qui font vraiment le lien entre l'Atlantide, l'ancienne Égypte, et dans une émission prochaine, mais pas ce soir, je vous parlerai de la suite d'ailleurs. Pour le moment, nous resterons en Égypte très ancienne. Et là, donc voilà, nous sommes à l'heure avant l'ère glaciaire, donc l'Atlantide a complètement coulé et la civilisation de l'époque a été complètement perdue, sachant qu'on sait aujourd'hui que les pyramides, par exemple en Égypte, qu'on nous vendait pour avoir tout cassé 3000 ans, en fait, sont bien plus âgées que 3000 ans. Et il y a beaucoup d'autres découvertes aujourd'hui qui nous montrent également que les Atlantes étaient bel et bien là, qui nous montrent également leur travail, et qui nous montrent qu'en fait, l'histoire remonte bien au-delà et d'une manière bien différente que celle qu'on nous enseigne à l'école. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, on vous parle généralement aujourd'hui des pharaons de l'Égypte ancienne, en vous disant que les pharaons de l'Égypte ancienne étaient noirs. C'est vrai, certains l'étaient, mais il faut savoir que les premiers Égyptiens étaient blancs, en fait. Hein, comme on avait en Afrique du Nord avant l'arrivée des Arabes, bien, en fait, les gens étaient de race plutôt, je dirais, européenne, entre guillemets, hein, pour faire simple et rapide. Et en fait, c'était très souvent des gens qui ressemblaient beaucoup plus à des Scandinaves, en fait, qu'aux gens qui ressemblent aujourd'hui. Après, tout ça, c'est le mouvement des peuples et de l'histoire hein, qui fait le reste. Donc voilà pour cette partie-là. Non, je regarde, oui, donc voilà, je vous ai dit tout ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les anciens, alors on nous dit, vous savez, quand vous regardez des documentaires, et même sur la soi-disant très sérieuse Arte, qui raconte beaucoup de choses qui sont complètement incorrectes aussi d'ailleurs, on vous dit, oui, vous savez, tout ça, en fait, ils n'avaient pas grand-chose. Et en même temps qu'on vous dit qu'ils n'ont pas grand-chose, ils ont fait des miracles avec des petits bouts de calcaire en boulets ronds sur lesquels ils tapaient pour soi-disant faire les pyramides et faire des choses merveilleuses, comme les statues de Ramsès, qui sont parfaitement calculées au millimètre près sous tout un tas de règles hyper mathématiques. Donc ça, c'est absolument du pipeau. Hein. Ça a été fait déjà bien avant l'âge qu'on nous donne et par d'autres moyens. Et puis, donc voilà, on avait à l'époque, les gens, en fait, c'était pas le fruit de leur imagination. Les gens peignaient tout simplement, comme vous, quand vous allez à l'école, votre maître ou votre maîtresse d'école vous explique comment dessiner ceci, un arbre, un animal, un paysage, ou comment faire des figures géométriques ou calculer les maths, ou etc. C'est tout simplement ce que faisaient les gens à l'époque, ils reproduisaient ce qu'ils voyaient. Les dieux marchaient parmi eux, marchaient parmi les très anciens Égyptiens, parmi les hommes, parmi les Grecs, parmi les Indiens. Alors bon, j'en ai déjà parlé dans une autre émission, mais pour rappel, ou pour ceux qui n'étaient pas là, je dirais qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand beaucoup de gens imaginent encore les extraterrestres, ils s'imaginent qu'ils vont voir des gens avec des costumes, etc., qui ressemblent à des humanoïdes et puis qui viennent avec une technologie très avancée, mais d'apparence très humaine. En fait, c'est pas du tout ce que beaucoup d'extraterrestres, c'est pas du tout l'allure qu'ont beaucoup d'extraterrestres. Seulement, souvent, ils choisissent de projeter une image qui est familière de manière à ne pas effrayer les humains qu'ils rencontrent et de manière à pouvoir communiquer. Puisque le but, c'est quand même d'échanger et d'essayer de travailler ensemble au final. Nous avons déjà parlé de l'ascension, j'y reviendrai plus tard. Mais donc, alors qu'en fait, bien, vous avez, et ça, Nicolas Turban l'a très bien décrit, et je vous invite vraiment à revenir vers ces programmes et ces émissions qui sont vraiment excellentes, où il vous montre qu'en fait, il y avait sur Sirius, par exemple, des dauphins et des baleines, donc, et puis des sirènes, donc, après, qu'ils ont exporté, je dirais même pour eux, sur Terre. Il y en a d'autres qui sont plutôt d'aspect félin ou féline, il y en a d'autres qui ont tout un tas de choses, en fait, pratiquement tous les animaux qui sont sur Terre. Vous avez entendu parler des insectoïdes, par exemple, les mantes religieuses, hein. Mais il y a aussi des fourmis. Bon, les Hopis connaissent très bien le peuple des fourmis, par exemple, qui leur rendent visite du ciel, etc., etc. Et tout ça, on le retrouve bien évidemment dans tout ce qui est l'iconographie égyptienne, grecque, indienne, le Mahabharata et tout ça, et également évidemment en Mésoamérique, Sud-Amérique, et également Amérique du Nord, on le retrouve chez les Hopis. Donc en fait, tous ces gens-là, bien en fait, décrivaient le monde dans lequel ils vivaient. Pour revenir à Carmen Bolter et donc son travail, en fait, on s'est aperçu que, elle s'est aperçue, elle est invitée sur un chantier en Turquie, un tout nouveau chantier, une grotte, dans lequel on a trouvé, en fait, donc je suis bien en train de vous parler de la Turquie, dans laquelle on a trouvé, dans cette grotte, un sarcophage égyptien absolument phénoménal, personne n'en a beaucoup parlé,
Mais un sarcophage égyptien absolument phénoménal avec tout un tas d'objets à l'intérieur et autour de cette tombe. Et en fait, dans ce sarcophage, il y avait notamment des représentations d'Akhénaton. Notez bien que je vous parle d'Akhénaton. Nous sommes en Turquie. Donc, avec tout un tas de choses, tout un tas de dieux différents, etc., ce qui a révélé beaucoup de choses dont je vais vous parler maintenant. Dans les objets et les statues qui étaient dans cette tombe, beaucoup étaient recouverts d'une mince feuille d'or. Et donc, la feuille d'or a été grattée sur certaines de ces statues qui étaient en fait en bois, et les statues ont été datées. Et alors là, je vous laisse imaginer ce que le carbone 14 a révélé, sachant que le carbone 14, en général, s'il vous dit par exemple 10 000 ans, vous pouvez compter 11 000. Hein. Le carbone 14 est généralement sous-estimé au niveau de ces datations. Eh bien là, cette tombe avec une réplique en statue exacte d'Akhénaton et des dieux de cette époque-là, elle est datée à 15 000 ans. Donc on remonte à il y a très 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 longtemps. Et il y a 15 000 ans, on a trouvé des objets parfaitement avancés technologiquement, etc. Il y a même des objets qu'on n'a pas encore d'ailleurs. Hein. Et donc ça a été vraiment une révolution. Bon, alors là, évidemment, Carmen Bolter, quand elle est invitée là-bas, qu'elle a découvert ça, elle applaudissait des deux pieds et des deux mains, parce qu'elle a toujours été contre tout ce courant qui voulait qu'il n'y ait que 6 000 ans de civilisation. D'ailleurs, c'est aussi une chose qui a complètement massacré, détruit, je dirais même, la carrière d'une américaine cette fois, qui s'appelle Virginia Steen McIntyre, qui est allée, elle, faire des fouilles au Mexique. Et à l'époque, elle a fait refaire, parce qu'elle-même n'y croyait pas, c'était une jeune archéologue, elle-même n'y croyait pas, elle a découvert que finalement, les restes humains qu'elle a découverts remontaient à 275 000 ans, voire plus. Donc, quand elle a commencé à en parler, bah, évidemment, toute la nora tous les grands pontes de l'archéologie, de l'histoire, etc., qui étaient au pouvoir à l'époque. Donc, il faut savoir que c'est une femme qui aurait peut-être 60 ans aujourd'hui, hein, peut-être un peu plus même. Et donc, Virginia Steen McIntyre, eh bien, en fait, sa carrière a été détruite parce qu'on l'a éloignée, on lui a retiré, on lui a interdit l'accès à toute université partout. Donc sa carrière a été complètement détruite. Alors qu'elle, toute jeune qu'elle était, fraîchement émoulue de l'université, elle se disait, oh, bah, ça y est, ma carrière est faite. Et en fait, il s'est passé exactement le contraire. Je vais vous donner deux derniers exemples de datation de pyramides. Vous avez probablement entendu parler de la pyramide qui a été découverte en Bosnie il y a quelques années, qui était en fait recouverte et qui avait l'apparence d'une montagne. En fait, on ne peut pas dater la pierre. Hein. Ce n'est pas possible de dater la pierre avec les instruments qu'on a aujourd'hui. Par contre, on peut dater ce qu'il y a sous la pierre. Et en fait, lors de la construction de cette pyramide, une feuille est tombée d'un arbre et s'est glissée entre deux de ces pierres. Et donc, quand cette pyramide a été en fait complètement découverte de tout ce qui l'a recouvrée, nettoyée, on a pu rentrer à l'intérieur, etc., on a trouvé entre deux pierres une feuille, donc à l'intérieur de la pyramide, et cette feuille a été datée au carbone, également, et elle est datée à il y a 38 000 ans. Je vous laisse imaginer l'âge que peuvent avoir les pyramides égyptiennes, sachant que la pyramide bosniaque aujourd'hui est la plus grande du monde. Hein. Alors, un dernier exemple, il y a une pyramide tout à fait spéciale qui a été découverte il y a quelques années en Indonésie sur un lieu qui s'appelle Gunung Padang. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs déjà. Je vous invite à aller voir tout ça, évidemment. Hein. Vous avez plein de choses sur YouTube. Et cette pyramide de Gunung Padang en Indonésie a été datée elle-même à 23 000 ans. Donc on est carrément hors des taquets qui nous ont été imposés pendant peut-être plus de 100 ans, hein, par rapport à toute l'histoire ancienne. Ouais, parce que les dinosaures, tout ça, c'est daté à quand? Alors les dinosaures sont datés à bien plus que ça, mais alors il y a des choses très embarrassantes sur les dinosaures. Je ne m'étalerai pas sur ça ce soir, parce que ce n'est pas, la proposition de notre soirée, mais ça vaut le coup d'en parler au passage quand même. C'est-à-dire qu'il y a sur un des temples d'Angkor Wat, donc là nous sommes au Cambodge, il y a une statue de dinosaure qui représente un stégosaure.
Le temple d'Angkor Wat, il est estimé à il y a entre 900 et 1000 ans, le début de la construction, qui a été très long, parce que c'est un temple immense qui fait la taille d'une ville. Hein. Et donc, on a la représentation d'un stégosaure dessus. Donc, le stégosaure, si vous savez, celui qui a les grosses écailles au milieu sur le dos, hein, de forme losange, eh bien, qui est un herbivore, le stégosaure, bon, on nous l'a vendu pour être éteint depuis 60 millions d'années quand même. Donc là, il y a quand même un gros delta. Il y a aussi, je crois que c'est au Pérou, mais dans une ville qui s'appelle Ica. Et dans cette ville qui s'appelle Ica, un homme a découvert plein de pierres. Alors bon, il y a des gens qui ont prétendu au canular, etc. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un canular. Dans cette ville qui s'appelle Ica, on a retrouvé des pierres très anciennes. Et ces pierres présentent très clairement, alors il y en a plusieurs, il y en a des milliers de pierres, je crois qu'ils ont retrouvé à ce jour au moins 3000 pierres, donc comme des galets. Et sur ces pierres sont représentées tout un tas de choses, et notamment beaucoup de dinosaures avec des hommes. Donc c'est parfaitement clair que ce sont des hommes, là encore, vous pouvez aller voir sur Internet. Alors, il y a toujours des détracteurs de la théorie du cas, pour autant les scientifiques ont bel et bien prouvé que de toute façon, et ils ne sont pas les seuls, que ce sont vraiment de vraies pierres, on a essayé de les reproduire, on continue d'en trouver d'ailleurs, donc c'est vraiment enterré sous terre, comme tout ce qu'on retrouve par là-bas d'ailleurs, qui défie même des fois l'imagination. Moi, je me suis souvent dit que les hommes avaient vécu avec des dinosaures. Ouais. Je le vois très bien, tu vois. C'est quelque chose que j'imagine assez bien. Même des dinosaures domptés, qui n'existent plus aujourd'hui, mais des animaux qui étaient domptés. Je verrais assez bien ça. Ouais. C'est comme un petit peu les pyramides. D'ailleurs, toi, est-ce qu'il y a une estimation aujourd'hui, par exemple, je vais prendre les pyramides, moi, les pyramides, quand j'entends les pyramides, c'est les pyramides de Khéops, tout ça, du Caire, tout ça, combien de temps il a fallu pour les construire? Alors là, je te répondrai dans une minute. Je vais juste finir sur la première partie de ton argument, Anatole. Nous vivons avec des dinosaures. Hein. Nos poules, nos oiseaux, nos serpents sont des dinosaures. Les poissons sont des dinosaures qui ont évolué tout comme nous. Pour autant, je pense que, si je t'ai bien compris, tu parles des dinosaures de la forme ancienne. D'ailleurs, comme il est dit dans la série Dinotopia, qui est assez sympathique d'ailleurs, surtout la première saison, hein, où on voit les hommes avec les dinosaures. Ouais, donc, je suis un peu comme toi. Hein. Je pense que nous avons des mémoires résiduelles qui remontent à Dieu sait où et quand. Et finalement, peut-être que par atavisme, nous avons ces souvenirs qui remontent, comme je disais, de Dieu sait où ou quand, où finalement, nous étions vraiment très proches d'eux et probablement courrions sur les mêmes plaines. Peut-être qu'un jour, on retrouvera un squelette humain à l'intérieur d'un squelette de dinosaure, de tyrannosaure ou d'allosaure. Voilà, peut-être aussi. Tu veux me répéter ta question sur les pyramides, Anatole? J'ai oublié une partie. Oui, je disais en fait les pyramides. En compte, parce que bon, les pyramides, moi, comme je les ai appris à l'école, les pyramides ont été construites par des esclaves qui tiraient des grosses pierres en fait avec des grandes cordes sous des rondins de bois, et puis ils montaient comme ça, ils se faisaient fouetter, et puis ils ont monté. Alors c'est vrai que ça paraît totalement impensable parce que quand on voit la taille de la pierre, j'imagine pas combien de milliers d'hommes il aurait fallu pour soulever des pierres pareilles. Puis même, je veux dire, tirer des pierres comme ça. Enfin, c'est vrai, la première fois que j'ai vu un petit peu ça, c'était dans le film Moïse, le vieux film. Mais enfin, pour ma part, je pense que tout ça, ça a été construit grâce à des techniques extraterrestres. J'ai du mal à m'imaginer que des hommes aient pu construire de telles choses à l'époque. Ah oui, évidemment, tu fais référence au vieux péplum que nous avons tous aimé, enfin ma génération, plus que la tienne, dans notre enfance, qui étaient de très beaux films, mais bon, évidemment, qui n'allaient pas très très loin dans la recherche scientifique. Alors, ceci dit, bon, il y a plusieurs clichés, je vais me répéter là quand même, mais bon, peut-être pour les gens qui n'auraient pas nécessairement suivi tous nos épisodes. Déjà, les Égyptiens n'avaient pas d'esclaves, donc ça, c'est à bannir. Par ailleurs, il y a un Anglais dont le nom m'échappe qui a essayé de faire bouger justement des pierres comme ça de plusieurs tonnes. Il faut savoir que chaque pierre faisait, je ne sais même plus combien, mais enfin plusieurs tonnes en tout cas. Hein. On a les 3 pierres, les 3 monolithes du Liban qui font entre 900 tonnes l'un d'une seule pièce et le plus gros fait 1200 tonnes. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, on ne peut pas les bouger avec les appareils qu'on a. Hein. Il faudrait vraiment, je crois qu'il était calculé qu'il faudrait au moins 32 super grues pour en bouger une et que ces super grues travaillent de concert. Donc cet Anglais a essayé, je crois que c'était au Mexique de mémoire, de faire transporter des pierres comme ça très très lourdes par des gens avec des rondins. Alors, ça ne tient pas du tout la route une seconde, c'est impossible, quoi.
Alors bon, je reviens sur le fait que déjà, premièrement, peut-être, je sais pas, je suis moins calé sur l'Amérique centrale et du Sud, mais en tout cas, les Égyptiens comment ça s'appelle, n'avaient pas d'esclaves. Ils avaient des gens qui travaillaient pour eux, bien sûr, hein, comme dans tous les pays, tous les rois ont eu des gens qui travaillaient pour eux. Ils avaient leur système à eux. Par ailleurs, on sait aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un Russe, là encore dont le nom m'échappe, parce que après il y a beaucoup de noms, il y aurait beaucoup de noms à mémoriser, et comme j'ai fait un coma, des fois ma mémoire me fait défaut, je suis obligé de reprendre mes notes, et je ne les ai pas toujours toutes ici, pour les questions comme ça qui émanent à brûle-pourpoint. Donc il y a une équipe russe qui est allée travailler en Égypte et qui a fait une découverte phénoménale sur les pyramides, c'est qu'en fait, et ça on le savait, il y avait des doutes sur les pyramides, notamment en Mésoamérique, donc en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y avait des doutes, mais là on le sait, c'est que les pierres sont moulées. Alors on ne connaissait pas la technologie, on ne connaît pas la technologie pour celles qui sont en Amérique du Sud, au Japon, certaines en Égypte, mais on a retrouvé celles qui avaient été utilisées pour la construction des pyramides. En fait, on faisait des sacs en osier, comme des grands paniers d'osier. Et dans ces paniers d'osier, on coulait en fait de la pierre qui était carrément, imaginez du béton, si vous voulez, aujourd'hui, hein, donc le béton local de l'époque, et ce qui fait que ça faisait des blocs comme ça. Mais c'était pratiquement coulé sur place, c'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement aucun transport. On transportait la matière première qu'on mettait sur place, hop, on enlevait la partie en osier, en roseau, hein, et puis à partir de là, la pierre était sur place, elle était posée. Donc, c'est quand même ce qui va soulager beaucoup de gens de certains partis politiques travaillistes de savoir qu'ils n'ont pas tant souffert que ça finalement. Donc voilà pour cette partie-là. Je t'écoute, Anatole. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'imagine, mais justement, comment donc c'était construit? Est-ce qu'il y avait des machines volantes extraterrestres qui soulevaient les pierres? Euh, D'ailleurs, Il n'y en avait pas besoin parce que c'était fait sous forme de tumulus à la base. Alors bon, c'était quand même un travail, c'est le cas de dire, pharaonique, hein, mais il n'y avait pas nécessairement besoin. Alors de là à dire qu'ils n'ont pas eu d'aide par ailleurs, bien sûr qu'ils ont eu de l'aide par ailleurs. Si vous regardez la statue j'en parlais tout à l'heure, la statue de Ramsès par exemple, hein, dans le Ramesséum, je crois d'ailleurs, vous avez un visage qui est parfaitement, vous pouvez replier la moitié du visage parfaitement sur l'autre, et il y a 1/1000 de millimètre, je crois, de différence d'un œil à l'autre, quoi. C'est impossible de faire ça avec des os de poulet, des petits bâtons et puis des galets comme ça on tapait. C'est pareil les hiéroglyphes. D'ailleurs, pour ceux qui habitent Paris ou qui passent à Paris, je vous invite d'aller voir l'obélisque à la place de la Concorde. Moi, je l'ai fait, hein, et prenez des photos et vous allez voir. Il y en a un autre d'ailleurs, le deuxième est à Londres, hein, pas très loin de Westminster. Et je vous invite à y aller, à prendre des photos. J'ai les photos, je les ai faites moi-même. Quand vous regardez comment ils arrivent à reproduire exactement le même hiéroglyphe sur différents côtés, par exemple, ou à différentes hauteurs, bon, ça doit faire à peu près, je ne sais pas combien fait l'obélisque de la Concorde, il doit faire peut-être 20 mètres de haut. Hein. Ils sont faits exactement pareil. Bon, ou alors les Égyptiens avaient inventé la décalcomanie, mais je pense qu'il y avait quand même autre chose au travail là. Hein. Il y avait forcément autre chose. Sans compter que là, et là je vous invite à regarder le documentaire notamment de Jacques Grimaud, par exemple, qui a fait un excellent documentaire, très long mais très bien documenté sur l'Égypte. Après, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur le sujet. Donc, et j'y reviens, Carmen Boulter, la canadienne, le professeur canadien dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Mais quel est le but des pyramides? Parce qu'au final, c'est quoi le but? On ne sait toujours, Beaucoup de personnes se sont posées cette question, ouais. On ne sait toujours pas. Moi, j'ai essayé par plusieurs moyens. J'ai posé la question directement à mes contacts galactiques. Hein. J'ai posé la question en channeling, j'ai posé la question en régression et j'ai jamais eu de réponse. Je l'ai fait demander, on n'est pas les seuls, hein, nous sommes beaucoup à écrire sur ça. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de médiums, beaucoup de canaliseurs aujourd'hui, hein, qui font beaucoup de travail. Il y a eu, bon, elle est un peu connue en France, mais elle était très connue aux États-Unis, l'américaine Dolores Cannon. Hein, qui a fait aussi beaucoup de régressions sur les autres planètes, sur l'histoire ancienne, etc. En fait, on n'a jamais de réponse. C'est curieux. C'est vraiment très curieux. Moi, je reste émerveillé et en même temps, je reste très demandeur. Hein. Si quelqu'un a quelque chose, dites-moi surtout, parce que apparemment, personne nulle part
ne sait à quoi ça sert. Alors, on a soupçonné un tas de choses. On sait que la pyramide, notamment de Khéops, bon, il y a des ouvertures, etc., qu'elle est positionnée dans un certain style. On sait aujourd'hui, d'une certaine manière, dans une certaine position, par rapport à certaines étoiles, à certaines constellations, qu'elle a été faite selon certaines mesures, qu'il y a comment ça s'appelle, des couloirs à l'intérieur qui vont vers telle manière. On sait qu'il y a de l'eau dessous, etc., etc. Mais pour autant, le mystère demeure, les pyramides restent muettes à ce niveau-là, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Oui, parce que dans les pyramides, tu as quoi finalement? Tu as des sarcophages, des couloirs qui vont dans tous les sens. Est-ce que d'un point de vue énergétique, dans les pyramides, on ressent véritablement quelque chose? Alors oui, apparemment pour ceux qui y sont allés, oui, et notamment celle donc de Bosnie dont je parlais tout à l'heure, les gens qui vont dedans, des fois ils vont avec des problèmes et ressortent qu'ils sont guéris, des problèmes physiques ou de maladies. Et les gens se sentent bien mieux une fois qu'ils sont passés à l'intérieur. Alors bon, j'espère, très franchement, je vais faire un vilain trait d'humour. J'espère que les pyramides servent à quelque chose, parce que quand on voit l'usine à gaz, que c'est la taille qu'elles font, et l'investissement en temps, ressources humaines et matérielles, j'espère qu'elles servent vraiment à quelque chose. Il y a beaucoup de choses. On sait qu'il y a des énergies qui sont là. On sait qu'il y a tout un tas de choses. Est-ce que c'est les ondes scalaires? Est-ce que personne, pour le moment, à ma connaissance, et c'est pas faute d'avoir fouillé, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu dans des vies égyptiennes, j'ai vécu dans des vies atlantes. Voilà, j'ai pas non plus de réponse, quoi. Ça reste un mystère pour le moment. Est-ce que certains pharaons étaient conseillés par des extraterrestres? Pour autant que je sache, les pharaons ne faisaient pas construire les pyramides. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais moi, j'ai rien là-dessus, et dans les recherches que j'ai eues, je n'ai jamais eu cette réponse-là. Est-ce qu'ils étaient aidés par certains? Par certains conseillers extraterrestres. Tu vois, il y a un film que tu as dû voir qui s'appelle Le Cinquième Élément. Et à un moment donné, ils sont en train de fouiller les hiéroglyphes. Puis là, tu as un vaisseau extraterrestre qui débarque parce que, justement, les pyramides servent un petit peu à mettre des pierres, différentes pierres, et à sauver l'humanité. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour que finalement, en fait, les extraterrestres sont venus un petit peu sur Terre, ont aidé la construction de ces pyramides pour un jour, peut-être, on ne sait pas, dans le futur, parce qu'il y a plusieurs films qui parlent de ça. Il y a eu Le Cinquième Élément, il y a aussi Stargate, puis il y a également Transformers. Je ne sais plus dans quel Transformer, à un moment donné, il y a la pyramide qui s'ouvre et qui aide l'humanité. Est-ce que ce n'est pas un message quelque part pour nous dire que peut-être de là, à un moment donné, ces pyramides vont nous sauver? Moi, j'ai une autre théorie. Alors, ça n'est que ma théorie. Mais pour autant, bon, Luc Besson, c'est gentil, hein. Mais bon, je pense que quand on a traversé, qu'on a voyagé 90 années-lumière pour arriver sur Terre, on a autre chose à faire que de faire une grosse pyramide, simplement pour dire on va mettre une clé avec un galet dans ce coin-là, et puis voilà, ça va faire un... Non, je pense que, ou alors ils auraient vraiment beaucoup d'humour. Je serais plutôt pour la théorie de Tesla, moi, le fait d'avoir fait des relais énergétiques, donc qui avait été la théorie qui avait été révélée. Je pense que Tesla n'était d'ailleurs pas que terrestre, n'était rien, hein, mais Nikola Tesla avait révélé qu'on pouvait distribuer une énergie, mais par des relais qui étaient une forme vaguement pyramidale, et que ces relais-là servaient vraiment à faire passer une énergie. Alors, on sait que les pierres, moi, j'y crois pas, mais bon, beaucoup de gens savent, ma femme y croit, que les pierres ont des pouvoirs. Alors, on sait que, par exemple, les Atlantes aussi travaillent avec du cristal. Alors, il y a beaucoup de gens qui, gentiment, mettent un ou deux cristals comme ça pour vous soigner, etc. Alors, moi, je veux bien, mais il faut savoir une chose, c'est que les Atlantes, et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, extraterrestres, travailler, et travaillent d'ailleurs pour certains encore, pour beaucoup encore, hein, travaillent avec du cristal, mais il faut savoir que ce n'est pas du cristal que vous avez ramassé au fond d'une grotte, c'est du cristal préparé, hein, ça ne se fait pas comme ça tout seul, hein. Après, voilà, après il faut vraiment faire ce travail-là. Tu posais une question tout à l'heure, Anatole, par rapport à, répète ce que tu me disais s'il te plaît. Je sais plus. Non, peut-être que je t'ai répondu, je voulais juste m'assurer. Ouais. Il y a Fabrice qui demande, est-ce que le carbone 14 est fiable, comme tu parlais tout à l'heure? Est-ce que c'est vraiment fiable? Alors, c'est une question très intéressante. Donc, j'en ai parlé, peut-être que Fabrice n'était pas là tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça vaut le coup de développer quand même pour partie.
parce que on nous dit, et d'ailleurs Carmen Bolter le répète beaucoup aussi, hein, donc elle s'en est servie toute sa vie, le carbone 14, en fait, date déjà approximativement, hein, c'est pas à la minute, heure, minute, seconde, hein, mais bon, va vous donner une fourchette assez proche, apparemment, de la datation. Donc, le système du carbone 14, c'est de mesurer la radiation, la radioactivité qui reste dans toute matière vivante. C'est pour ça, d'ailleurs, que les pierres ne sont pas mesurables et c'est là où je doute sur l'énergie des pierres. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, donc, il s'agit de mesurer la radiation résiduelle, donc qui reste dans une plante, par exemple, ou dans un corps qui a été vivant à un moment donné, quel est le degré, la dose, après je ne suis pas spécialiste, mais la mesure de carbone 14 qui reste là, et sachant que chaque élément vivant à un moment a sa dose de radioactivité, nous en avons dans notre corps, à très faible dose, mais nous en avons, hein, et que cette dose de radioactivité, en fait, elle s'amenuise, hein, sur de très longues périodes. À partir de ce qui reste, on peut mesurer, remonter le film en arrière et dire, voilà, il s'agit d'après tant de temps. Sachant que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le carbone 14 vous dit ça a 10 000 ans, vous pouvez aller jusqu'à 11 000 facilement. Ça a tendance à dater un peu en dessous de la moyenne. Alors maintenant, il y a une autre théorie et il y a eu des tests qui ont été faits, d'ailleurs pour le pétrole aussi, comme quoi le carbone 14 pourrait est influencé, alors ça on sait, est influencé par les tempêtes solaires. Donc il y a des moments où le carbone 14 peut être, enfin excusez-moi, la radioactivité qui reste donc peut augmenter ou baisser selon en réaction et en relation avec les tempêtes solaires. Donc après ça c'est un autre travail à faire qui reste à faire d'ailleurs. Donc ça pourrait pervertir les calculs qu'on a, à savoir de combien ça reste à calculer. Pour autant, on sait aussi que on pourrait dater quelque chose de très vieux. Il y a des tests qui ont été faits comme étant quelque chose comme étant très vieux et qu'en fait ce ne soit pas si vieux que ça. Tout comme le pétrole dont on nous dit que pour faire du pétrole brut, il faut des millions d'années. En fait, il y a des gens qui le font naturellement en 7 jours. Bon, évidemment, on ne va pas dire qu'on fait du pétrole en 7 jours, sinon chacun va essayer d'en faire dans son jardin et ça va perturber les pays de l'OPEP. Hein, moi, j'ai commencé à en faire sur mon balcon pour ma propre conso. Et voilà donc. Mais bon, voilà. Après, rien n'est parfait. Nous faisons des découvertes aussi tous les jours, hein, dans tous les domaines. Mais tu dis, donc, comme dans le titre de la conférence, c'est aussi la spiritualité moderne. En quoi, quelque part, les Égyptiens ont amené à une nouvelle spiritualité? Alors, j'y arrive, justement. Je répondais à vos questions là pour le moment, mais j'y arrive. Là, nous ne sommes qu'au milieu de l'émission, hein, tout doux, tout le monde. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc, pour revenir aux Atlantes et à leur relation aux Égyptiens, donc, ils ont montré leur forme donc, telle qu'ils étaient. Hein. Je vous ai parlé d'Anubis l'autre jour, mais il y avait Thoth, Osiris, Isis, etc. Donc, ils ont montré, puisqu'il y avait des gens aussi qui venaient d'autres planètes avec eux, donc ils ont montré leur vrai jour, et comme ils étaient des enseignants, les Égyptiens, donc qui étaient des gens qui à la base étaient du commun des mortels, qui n'étaient pas nécessairement des scientifiques ou autres, bien les ont promus à ce qu'on appelle aujourd'hui le stade de Dieu. En fait, c'était des maîtres, c'était des guides, c'était des maîtres comme on en a encore aujourd'hui, et donc en ont fait tout un panthéon qui a été la version égyptienne, comme les Grecs ont fait les leurs, les Indiens, donc quand je parle indien, c'est d'Inde, mais également tous les Américains du Nord, du Centre et du Sud. Chacun a fait sa représentation de sa manière. D'ailleurs, beaucoup se ressemblent. Hein, quand on regarde, disons, les Perses également avaient fait ça avec les Sumériens. Hein, donc tout ça, on s'aperçoit qu'ils ont des représentations qui sont très très proches les unes des autres. Les pierres qu'on a retrouvées moulées sont les mêmes sur le Machu Picchu que dans certaines pyramides. Je crois que c'est à Luxor, un temple de Luxor et un palais au Japon, et il n'y a pas que là, ce sont exactement les mêmes. Donc tout ça a été forcément enseigné par les mêmes personnes, tout comme les gens ont découvert le feu, la poterie, la chasse avec l'archerie, etc. Tout ça en même temps, comment tisser, tout le monde a eu au même moment les mêmes découvertes. Donc il y a eu forcément, à l'époque il n'y avait pas Facebook, hein, donc
il y avait forcément des gens qui avaient les mêmes sciences et qui les enseignaient. Donc là, les Atlantes qui sont restés là, donc ont formé les Égyptiens, leur ont donné des règles de vie, parce qu'une des règles de vie de la 4e race atlante, c'était justement, ça a commencé avec les Toltecs d'ailleurs, hein, je le disais l'autre jour, la 4e race atlante a décidé de fédérer les gens, de les civiliser. Donc on a amené ça par une forme de formation, d'éducation au civisme, à la religion, à la science, etc., pour autant que les gens pouvaient en recevoir. Et le plus simple, c'est souvent de poser des conditions, hein, de faire des lois. On a le code d'Hammurabi, par exemple, au Moyen-Orient. Hein. Et donc, à partir de là, leur donner des langues aussi, parce qu'il fallait donner des langues, une écriture, etc., etc. Et donc, ils ont donc enseigné tout ça. Et tout ça est devenu, finalement, la religion. Alors, la religion telle qu'elle a été comprise par l'homme, reçue par l'homme, et pérennisée par l'homme. C'est-à-dire qu'elle a été répétée, répétée, répétée. Et c'est là où je parle de spiritualité, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Égypte très ancienne, donc là nous sommes avant la 18e dynastie, nous remontons à il y a plus de 6000 ans, les tout premiers pharaons étaient des extraterrestres et des Atlantes, et d'ailleurs certains des derniers, et là je vais vous parler de 3 personnes d'ailleurs aujourd'hui. J'ai apporté un trio choc dont je vais vous parler. Le premier, le plus connu, peut-être, c'est Akhenaton. Bon, si vous regardez les dessins d'Akhenaton, il n'est carrément pas humain. Hein. Il est représenté d'une manière où il est, moi je dirais, j'ai l'impression que Akhenaton n'étant pas humain, ni sa femme d'ailleurs, Néfertiti, n'étant pas humain, ont tout fait pour se faire représenter comme des humains, alors que les autres pharaons ne faisaient pas ça, ni avant, ni après. Ils se faisaient représenter selon la charte graphique religieuse et éthique de l'époque. Akhenaton, on le voit en train d'embrasser ses enfants, on le voit dans ses formes à lui. Il avait une forme complètement androgyne, il avait un crâne immense, très allongé vers l'arrière. Néfertiti également, leurs enfants également. Hein. D'ailleurs, Néfertiti a une histoire assez curieuse parce qu'à la mort d'Akhenaton, Néfertiti disparaît. Elle disparaît pendant longtemps. Alors, on ne savait pratiquement pas vraiment d'où elle était. On a tout un tas de mythologies sur leur histoire, leur famille, etc. Mais en fait, on ne sait pas vraiment d'où ils étaient. Je vais vous parler de 2 autres pareils tout à l'heure. Et on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus puisqu'ils ont disparu. On n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui de manière sûre la momie de Néfertiti. Par contre, au bout de quelques années après la disparition de Néfertiti, est apparu quelqu'un qui était un homme, qui a donc repris plus ou moins les rênes de l'Égypte et le trône de l'Égypte. Et il est très sérieusement question pour les gens qui ont travaillé sur, et je suis prêt à le croire d'ailleurs, que en fait Néfertiti est revenue sous la forme d'un pharaon. Donc elle a changé son apparence. Hein, rappelez-vous que elle était femme, mais quand vous regardez Akhenaton, il avait une apparence très très androgyne. Il avait des seins, il avait les hanches larges, il avait le ventre d'une femme qui a eu des enfants, hein, et qui n'a pas fait de gym après, et donc, ou de chirurgie après. Donc, une femme aurait pu facilement passer pour un homme comme Akhenaton. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Et c'est là où j'en arrive aux autres. Alors, juste avant, pour terminer sur Akhenaton, Akhenaton donc, a construit, il a complètement révolutionné toute la culture de l'Égypte, parce que quand on parle d'Égypte, on nous parle de l'Égypte comme un pays comme on le voit aujourd'hui. En fait, l'Égypte de l'époque n'était pas du tout ça. C'était en fait déjà 2 royaumes. Il y avait l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud. Chacune avait sa capitale. Hein. On avait Héliopolis au nord et Thèbes au sud. Et donc, Akhenaton a fait Akhetaton, connu aujourd'hui sous le nom de Amarna ou Tel al-Amarna, hein, qui est en fait en plein milieu. Donc, en plein milieu entre ces deux-là. Et donc, bon, vous avez tous appris ça en histoire, qu'on a essayé, des gens ou une personne, a essayé absolument de faire disparaître toute trace d'Akhenaton, qui voulait en fait passer de la religion qui était principalement basée sur le dieu Amon, qui était matériel, et où les prêtres avaient du pouvoir, où ils étaient corrompus, on se croirait au Vatican, hein, etc., etc. Et puis donc, par rapport à Aton, qui était le dieu soleil. Alors là, il y a le disque solaire qui est très très important dans d'autres religions, dont le christianisme. D'ailleurs, j'y reviendrai, j'essaierai d'y revenir tout à l'heure.
la religion chrétienne est solaire, est devenue solaire, alors que les autres sont lunaires. Le judaïsme est lunaire, les Chinois, les bouddhistes sont sur une religion lunaire, les musulmans sont sur une religion lunaire, etc. Et donc, on est parti d'un mythe, d'ailleurs, qui se retrouvait en Turquie. Mais pour finir sur Akhenaton, on a essayé de complètement faire tout disparaître, y compris un de ses descendants, qui était Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, curieusement, ne s'appelait pas Toutankhamon. Il faut savoir que le vrai nom d'Akhenaton à la naissance, c'était Amenhotep IV. Amenhotep IV veut dire Dieu est satisfait. Et dans Amen, il y a Amon, donc la religion d'Amon, matérialiste. Akhenaton a changé son nom en prenant le nom d'Aton, le dieu, le disque solaire, spirituel. Donc on retourne vers le spiritualisme. Après, à la mort d'Akhenaton, on a tout détruit et on est retourné vers le dieu Amon. Et donc les prêtres ont repris leur pouvoir. D'ailleurs, Toutankhamon était né sous le nom de Toutankhaton et on l'a rechangé sous le nom de Toutankhamon parce qu'il fallait qu'on revienne vers la religion ammonienne, je dirais, plutôt catonienne. Donc on a vraiment régressé. À ne pas confondre avec tout en carton. À ne pas confondre avec Toutankhamon. Mais Carton était un autre dieu d'ailleurs. Et donc, alors après, bon, les recherches qui ont été faites sur Toutankhamon aujourd'hui restent assez difficiles. Il est mort très jeune. On ne sait pas vraiment de manière sûre comment il a régné ou quoi. Je crois qu'il avait 18 ans quand il est mort. Ça a été un très jeune pharaon qui probablement ne devait pas vraiment régner, hein, puisqu'il était très jeune, ou sous l'influence, sous l'égide d'autres personnes. On sait aussi qu'on a retrouvé une trace sur son crâne qui suggère fortement qu'on l'aurait assommé violemment et que ça aurait pu le tuer, sachant aussi qu'il était aussi malade d'ostéochondrite, hein, donc d'une maladie des os. Donc, bon, après les paris restent ouverts. Hein. Donc là, on est reparti du clan ammonien matérialiste vers le clan attonien pour finalement revenir, donc les fils de la loi de 1, donc les spirituels de la loi Atlante, de la religion Atlante, finalement perdent à nouveau une bataille au profit des fils de Bélial. Donc, hein, on revient donc vers la chute de l'Atlantide. Alors, la troisième personne du trio, ben, c'est une dame. C'est une dame qui est moins connue, mais qui mérite le respect, dont on a essayé également de détruire, alors qu'il y a une vie très originale, je vais vous la rappeler brièvement, mais dont on va également détruire absolument autant de traces que possible. Et cette grande dame s'appelait Hatshepsut. Alors, Hatshepsut, elle a une histoire particulière parce qu'elle est connue pour être par moitié divine. C'est écrit sur le temple qui mène à son grand bâtiment vers le Saint des Saints, où il y a d'ailleurs sa tombe, hein, où on aurait retrouvé sa tombe. Et donc, elle est par moitié divine, c'est-à-dire sa mère aurait été fécondée par un être venu du ciel. Peut-être que ça rappellera à certains, au moins chrétiens, quelque chose, hein, comme quoi l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle était enceinte et qu'elle aurait un enfant, à une époque où donc Joseph, le mari de Marie, était hors d'âge et pas vieilli en fût de chêne. Et donc, il était peut-être plus très efficace au niveau reproductif. Donc, on est vraiment en train de retourner dans une histoire qui se répète d'ailleurs par ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure. Une des grandes particularités d'Hatshepsut, c'est qu'elle est née reine et elle est devenue pharaon. Donc, il faut savoir que l'Atlantide, à la fin, était un matriarcat. Et donc, pour arriver à avancer, eh bien, il fallait retourner vers le matriarcat. Donc, elle était reine, elle était dans le matriarcat, mais en même temps, ça passait plus. Il fallait revenir vers un patriarcat. Donc, elle s'est elle-même autoproclamée pharaon. On a beaucoup, beaucoup de mystères autour de l'histoire d'Hatshepsut.
On ne sait pas vraiment si elle a eu des enfants. Apparemment, il n'y en a pas eu. Elle en aurait eu, mais bon, rien n'est sûr. Elle aurait épousé son général qui finalement a repris les rênes, qui s'appelait Haï, je crois. Mais je vais reparler d'Haï tout à l'heure pour une autre raison. Et donc, elle a eu une histoire à Hatshepsut qu'on pourrait apparenter pour moitié à celle d'Akhenaton ou même de Toutankhamon, et pour autre moitié à celle de Néfertiti. Et donc, leurs personnages sont très, très proches. Hein, donc, des gens dont on a vraiment beaucoup, pour lesquels on a vraiment beaucoup de spéculations, et où, en fait, les cartes semblent se contredire à chaque nouvelle donne. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces trois personnes. Donc, et là, je rappelle que aussi bien Akhenaton que Toutankhamon Hatshepsut sont vraiment le trio choc de l'Égypte dont on a voulu absolument effacer toute trace. Hein. Voilà donc pour cette partie-là. Est-ce que tu veux que nous prenions quelques questions avant de continuer? Alors, attends, on va reprendre ça. Alors, il y a une question qui n'a pas trop à voir. Est-ce que tu disais par rapport au pétrole tout à l'heure, Jean-Pierre dit comment faire du pétrole brut en 7 jours sur son balcon? Mais ensuite, pour raffiner, pour le pétrole brut, n'y a-t-il pas des conditions de pression et de température? Alors Jean-Pierre, je vais te laisser monter ton laboratoire sur ton balcon. Pour autant, je ne saurais pas te donner la référence exacte, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque part sur YouTube une vidéo qui explique justement tout ça. Malheureusement, je ne sais plus qui l'a faite, qui l'a mise, ni comment la poster. Mais bon, bonne chance. Si tu la retrouves, tu peux m'envoyer le lien, ça peut m'intéresser pour répondre à d'autres personnes qui auraient la même que toi. Après, de toute façon, oui, c'est vrai qu'il te restera de toute façon à l'affiner. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a 2 Niçois qui viennent de faire une voiture qui fonctionne à l'air. Sachant que la plupart des voitures, je vais me faire détester, pourraient fonctionner apparemment à l'eau. Mais bon, j'ai rien dit. En espérant que l'industrie automobile ne nous écoute pas ce soir. Oh, Voilà. je pense que beaucoup de gens préféreront ignorer ce que j'ai dit. Alors, Fabrice, tout à l'heure, tu te demandais, parce que tu parlais des cristals préparés. Oui, des cristaux préparés. Des cristaux préparés, qu'est-ce que c'est? Ah bah alors là, je ne sais pas. Si je les avais, tu penses que je les vendrais à prix d'or. Mais, mais comment dire? Excusez-moi. Mais il y a une technique pour préparer les cristaux. Alors peut-être que c'est dans la taille des cristaux, peut-être que c'est dans le poids, peut-être qu'il y a besoin d'en placer plusieurs, de les mettre en résonance. Là, je ne sais absolument pas. Hein. Il y a des choses, là, je ne peux pas dire. Si je savais, ben évidemment, oui, je le ferais moi-même et je vous les vendrais. Hein. D'accord. Voilà, mais il y a beaucoup de... Oui, vas-y, Anatole, vas-y. Darla demande, est-ce que les pharaons seraient des hybrides? Bah, de toute façon, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, hein, tous les humains sont des hybrides, de toute façon, à la base, puisque les humains ont été créés à partir de plusieurs races, de plusieurs origines, plusieurs entités extraterrestres de plusieurs planètes et de plusieurs dimensions sont intervenues et interviennent d'ailleurs toujours auprès des humains. J'ai parlé, je crois, dans une émission précédente, de l'adjonction du néocortex dans l'humain. Ça a été apporté par manipulation génétique. Alors bon, évidemment, ne croyez surtout pas que l'homme descend du singe. Il y a du primate dans l'homme, c'est vrai, mais on ne descend pas du singe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais trouvé et qu'on ne trouvera jamais le chaînon manquant. Bon, il y a des races qui ont disparu. Hein. Les Néandertals, on ne sait pas vraiment ni d'où ils venaient, ni d'où ils sont partis. Les Mayas, on sait qu'ils ont été apportés sur Terre et que beaucoup sont repartis, que beaucoup sont restés. Ils ne sont pas les seuls. Les Hopis, pas les Hopis, pardon, mais les Sioux-Lakota au nord des États-Unis, donc là on n'est pas loin du Canada, auraient dans la région qui s'appelle, enfin dans l'État, pardon, qui s'appelle aujourd'hui le Dakota, hein, donc ça vient du nom Lakota, le nom indien, donc qui étaient des Sioux, ont des connaissances. Les Dogons, j'allais vous parler des Dogons du Mali, donc qui étaient liés aux Égyptiens et qui sont venus d'Égypte, donc complètement traversé l'Afrique, qui savaient de tout temps, qui disent qu'ils ont reçu leur enseignement d'être venus du ciel, qui avaient des formes de dauphins ou de baleines. Donc là, on est dans Atlante et dans Sirius, hein, complètement. Hein. Donc voilà. Voilà. Très bien. Alors la Belette demande, qu'est-ce que la loi de 1?
Ah, la loi de 1. Alors donc, rappel rapide, hein. Les Atlantes, donc, dans les dernières générations, on va dire les dernières races, avaient deux religions, entre guillemets. Donc la loi de 1, c'était la spiritualité atlante, aussi originelle que possible, donc de leurs origines planétaires, d'où ils venaient à l'origine avant de descendre et de se matérialiser sur Terre. Et donc, ils avaient une opposition qui est un autre groupe. Donc, la loi de 1, c'était les spiritualistes et les matérialistes qui étaient les fils de Bélial. Très bien. Merci pour la réponse. Alors, juste pour finir, si tu permets, Anatole, Oui. parce que j'ai pas complètement. Finalement, je réalise que j'ai pas tout dit non plus sur les extraterrestres. Tu peux me rappeler la question? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Sur les extraterrestres. Alors que nous sommes des extraterrestres, oui. Non, c'était sur les hybrides. Ouais, les hybrides. Ah, Est-ce les que hybrides, oui, pardon. Merci. Excusez-moi de revenir sur ça. Donc, les hybrides, bah, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, tous les terriens ont été faits. Oui, j'en parlais par rapport aux singes tout à l'heure, aux primates, hein. Ce qui définit une race, la différence d'une race à l'autre, c'est qu'entre deux races, il ne peut pas y avoir de reproduction possible. C'est ce qui d'ailleurs montre très bien, par exemple, que sur Terre, les 5 grandes ethnies, je dirais, originales, que ce soit les Asiatiques, les Européens, les Africains, par exemple, ou autres, sont vraiment la même race. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des enfants qui sont tout à fait viables ensemble. D'ailleurs, ils en ont depuis très longtemps. Hein. Par contre, on ne peut pas avoir un humain ne pourrait pas avoir d'enfant avec un singe. Un singe a 48 chromosomes, les humains n'en ont que 46. Donc ça définit parfaitement qu'ils sont de races différentes. Pour autant, il y a des parties du génome simiesque, donc des singes, qui ont été utilisées pour la fabrication du génome humain. Et d'autres parties qui sont extraterrestres. Après, il y a aujourd'hui, et donc je l'ai déjà dit, j'en fais partie, hein, moi j'ai 4 races en moi, donc 3 qui sont extraterrestres. Il y a d'autres manipulations qui ont été faites. On parlait de la fécondation du père d'Hatshepsut, des gens comme Jésus, etc. Donc tout ça, là, il y a eu aussi du travail. Bon, je vous parlerai une autre fois de Noé, hein, qui en fait, Noé n'était pas du tout la personne qu'on nous enseigne, qui était plutôt un grand généticien. Mais je réserve, vous serez obligé de revenir sur Mysteria TV un autre soir pour avoir la suite. Alors, Fabrice te demande, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes vies antérieures en Égypte? Est-ce que moi, je pourrais parler de mes vies antérieures en Égypte? Oui, je peux en parler. Je ne sais pas si c'est enfin, une vie antérieure, ça n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt pour d'autres personnes. Dans une vie antérieure, j'étais en très ancienne Égypte un des pharaons. Dans une des vies antérieures égyptiennes. Donc j'ai subi mon initiation de pharaon, pardon. J'ai revécu tout ça, où je vivais, dans mon palais, par exemple, etc. Comment je suis mort. Tu étais quel pharaon? Apparemment Téti. Apparemment Téti Ier. Ça se situe Après, à quelle date? oh bah écoute, j'ai pas les. Je peux regarder, hein, aller voir sur Internet. Il y a des choses, ne serait-ce que Wiki vous le dira. Je crois que c'était 1800 ans avant Jésus-Christ, mais j'ai plus le truc. Le problème de cette régression, la frustration, je dirais souvent, de certaines régressions, et ça a été le cas pour moi pour celle-là, c'est que la personne qui m'a fait régresser, en fait, nous cherchions autre chose. Donc, nous n'avons fait qu'un passage très bref dans cette vie de Téti, et depuis, bah, comme beaucoup de gens qui enseignent et qui font faire les régressions karmiques aux autres, j'ai pas le temps de faire les miennes et j'ai personne pour me faire les miennes. Quand les gens savent les faire, bah, généralement, ils vont les faire ailleurs. Donc, voilà, c'est pas toujours Quand évident. quand je regarde actuellement la Téti sur Wikipédia, du moins sa statue, il y a un petit air avec toi. Ouais. Ah, il y a un petit air avec moi. Ça doit être dans les cheveux, je pense. Petit et chauve, ouais. Ça doit être dans les cheveux. Ouais, oui. Enfin, voilà. Donc, je vous disais dans d'autres émissions par rapport à ma médiumnité, par rapport à mes contacts extraterrestres et galactiques, je fonctionne aussi beaucoup par onde. C'est-à-dire que les choses m'arrivent par vibration, hein, ou par message que j'entends comme ça.
Donc, je sais que quand j'étais dans cette régression-là, que j'ai revu les images, en même temps, j'ai entendu ça. Et curieusement, d'ailleurs, moi, j'ai une chambre à coucher qui est très particulière. Et un jour, j'ai vu la chambre funéraire de ce pharaon. Et je me suis dit, c'est incroyable, on dirait ma chambre à coucher. Le décor qui est là, quoi. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à… Ouais, non, pas de souci. Ouais, tu peux poursuivre. Ben non, j'attends la question suivante, si vous en avez d'autres. Attends, oui, il y en a d'autres, pardon. Alors, Darla, y aurait des pré-adamiques dont issus extraterrestres? Non, pardon. Il y aurait des pré-adamiques dont issus extra et des adamiques. Il y a bien des humains qui ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Alors, bon, là, nous entrons dans un grand débat. En fait, déjà dans les pré-adamiques et les adamiques, il y a ce qu'on nous raconte, il y a ce qui a été reçu. Ce n'est pas une de mes spécialités, donc je ne vais pas aller très loin. Mais par contre, c'est vrai qu'on sait que quand Noé est revenu à terre, donc après le déluge, avec ses enfants, un de ses fils a quitté la tribu familiale, s'en est allé loin de la tribu familiale, vivre avec d'autres hommes. Alors, si le déluge, si Dieu avait détruit tout le reste du monde par le déluge, qui étaient donc ces autres hommes et d'où venaient-ils? À partir du moment où il y a eu, la vie sur Terre, il y a très vite eu des hommes. Hein. Alors, les premiers hommes, c'est ce que je disais l'autre fois par rapport aux Atlantes, c'était des gens dont on ne peut pas retrouver de traces. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de traces d'Atlante, ou très peu, et seulement pour les dernières races, c'est que c'était des gens qui étaient là dans une autre dimension, sous une forme vibratoire. Donc, évidemment, on ne pourrait mesurer que les ondes du corps où ils étaient, ou qu'ils étaient à ce moment-là. Après, les Atlantes sont descendus dans la matérialité, donc ils sont devenus les géants, ça j'en ai parlé l'autre fois, hein, puisque c'est une race de géants. C'est pour ça que les monuments qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les anciennes villes comme ça sont vraiment très très grands. Ils ne sont pas très grands, ils sont à la taille des Atlantes, quoi. On a retrouvé une tête de géant, j'ai vu une photo l'autre jour, on a retrouvé un crâne de géant. Imagine Anatole, Magali et toi, vous entreriez tous les deux dans une des orbites d'un des œils de ce géant-là. Vous imaginez la taille du gars. Ah oui, déjà, des fois, quand je suis à côté de certaines personnes, je les vois me regarder, là, comme ça. Donc, j'imagine. Ah, bon, tu fais 1m94 quand même. Non, pas autant. 90. Pas autant, non? Non, 90. Enfin bon, tu es grand déjà. Oui, Hein. voilà, ouais, je suis un géant pour ma génération, on va dire. Voilà, tu es un géant. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, Oui, très bien. comme j'ai pu le faire. Alors, tu as Jean-Pierre qui demande, existe-t-il des traces physiques ou écrites de vos dires sur les divers pharaons que vous avez cités et où? Alors, il en existe beaucoup. On en découvre, je vous parlais de Carmen Bolter au début de l'émission, on en découvre tous les jours. Il faut savoir qu'au début, au tout début, il n'y avait pas d'écriture. Hein? Alors après, l'écriture est arrivée aussi. On n'a pas de traces très très anciennes d'écrits de tous ces gens-là parce que toutes les très anciennes civilisations n'écrivaient pas. On retrouve, excusez-moi, on retrouve des dessins, on retrouve des illustrations qui sont plus ou moins finies ou grossières, mais on n'a pas de traces écrites. Si vous allez dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira ou autres, on retrouve plein de choses. Pour le moment, on essaye de comprendre ce que ces gens… les gens n'avaient pas besoin d'écrire non plus, peut-être à l'époque. Il faut savoir aussi que ces gens-là, beaucoup pour les très anciennes populations et les extraterrestres, beaucoup de toute façon fonctionnent par télépathie, ça ne sert à rien d'écrire. Donc les premiers hommes peut-être avaient encore gardé, très certainement gardé un tas de talents qui ont été perdus d'ailleurs par les humains. Mais peut-être que beaucoup des premiers hommes fonctionnaient aussi comment ça s'appelle, par télépathie. On sait aussi que tous les premiers proto-humains, de toute façon, ne parlaient pas. Ils avaient des cris, ils avaient un autre mode de communication. Donc, il faut savoir une chose, c'est que nous créons l'outil dont nous avons besoin. Hein.
Si nous n'avons pas besoin d'un outil, ben, nous ne le créons pas puisqu'il n'y en a pas besoin. Alors, par contre, j'ai vu une photo, quelqu'un qui a pris une photo d'un orang-outan que j'ai partagé tout à l'heure donc sur Facebook, et on voit clairement l'orang-outan qui a un bâton et qui est en train de pêcher. Donc comme s'il avait un harpon au bord d'une rivière. Bon, on sait maintenant que non, mais ça c'est pas ça je sais de source sûre que c'est pas une photo, c'est moi en fait. C'est toi qui l'as mise? Alors attends. Non, Ben, je c'est vais pas ça. regarder. Non. L'orang-outan qu'on L'orang-outan croit qui se voir, c'est photo. moi qui pêche en fait, mais de Ah, dos. pardon. Ah, d'accord. Bah, excuse-moi, Anatole. Mais donc, bon, on sait qu'il y a des oiseaux, d'ailleurs aussi, qui ont développé certaines compétences. Vous avez tous entendu parler, peut-être vu les ratons laveurs, par exemple. Donc, bon, l'idée de laver sa nourriture, déjà, c'est quelque chose de particulier pour l'animal. Un animal, généralement, va plutôt ne pas prendre un aliment qui est sale parce qu'il ne peut pas le consommer en tant que tel, ou le prendre s'il est propre. Mais de là à le laver, on sait aujourd'hui qu'il y a, alors le nom m'échappe aussi, mais il y a une peuplade de singes au Japon qui vit dans le nord du Japon, qui est très froid, où ils vivent dans une source chaude et où ils lavent leurs fruits également avant de les manger. Donc bon, la limite, bon, sans compter que les vibrations montent, donc pour les animaux aussi, pas que pour les humains, mais on sait aujourd'hui que la limite entre ce qu'on croyait savoir des animaux et même entre eux, pour eux ou par eux, elle est en train de chanceler, hein. Donc, il y a des découvertes. Alors, pour répondre à Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des traces? On en découvre. Il y a aussi beaucoup de traces qu'on ne sait pas interpréter. Il y a, je crois que c'est à Altamira, donc en Espagne, on a trouvé une pierre. Alors, on sait que ça a été fait par un homme parce qu'il y a comme une grille qui est représentée dessus, donc comme un tableau Excel, si vous voulez, sauf que c'était avant Microsoft. Mais donc voilà, il y a des choses comme ça. On ne sait pas aujourd'hui les interpréter. Sans compter qu'il y a aussi, réfléchissons quand même, qu'il y a aussi, souvenons-nous quand même qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas, qu'on découvre sur Terre, qui ne sont pas accessibles aux humains. Bon, là, j'en ai parlé dans une autre émission et je développerai dans une autre. Mais pour le moment, la réponse que je peux dire, c'est que les hommes, on n'a rien retrouvé de très ancien décrit nulle part. Sur aucun continent. On a retrouvé des traces d'hommes ou d'hominidés, mais on n'a rien retrouvé d'écrit. D'ailleurs, quand on vous parle des Olmecs, des Toltecs, etc., il n'y a pratiquement rien d'écrit. On sait que les Aztèques écrivaient. On sait qu'aujourd'hui, on a la chance que une des plus anciennes langues d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord, qui est le nahuatl, donc est encore parlé aujourd'hui, le quechua, qui est aussi une autre langue, sont encore parlés. Donc, heureusement, on arrive à retrouver, mais pour autant, le quechua et le nahuatl ne s'écrivent pas. Alors, autrefois, il y avait des hiéroglyphes. Alors, maintenant, le travail, c'est de retrouver le lien entre les hiéroglyphes qui existent et la correspondance possible avec le nahuatl parlé aujourd'hui. Et le nahuatl, selon ses différentes déclinaisons, selon les différentes populations d'Indiens en Amérique, et le nahuatl qui a évolué aussi aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a un mot pour dire en nahuatl ordinateur et téléphone, alors qu'à l'origine, il n'y en avait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, beaucoup de gens n'écrivaient pas du tout dans le passé, pendant très très longtemps. L'invention de l'écriture, elle a 6000 ans, point barre. Avant, il n'y a rien. Alors, oui, Marie-Christine demande, en parlant de baleines et dauphins, Anton Parks dit que lorsque Tiamata fut battue par les Anunnaki, elle et ses compagnes furent réincarnées en baleines et dauphins. Qu'en penses-tu? Alors, j'en pense rien du tout, mais je peux y réfléchir. Des baleines et des dauphins, ça veut dire quoi? Pourquoi elle aurait été transformée en baleine et en dauphin? Je peux proposer une alternative quand même à ça. Je pense que, étant peut-être des extraterrestres, c'est pas une partie que je connais bien, mais ce que je peux dire par rapport à ma connaissance, c'est que je pense que la plupart de ces gens-là du passé, qui étaient les grands héros, qu'on considère aujourd'hui les grands héros des mythes ou des religions, etc., étant venus d'autres planètes, il est fort probable que Tiamata et tous ceux qui se sont transformés en dauphins, en fait, n'avaient pris qu'apparence humaine pour se déplacer et vivre peut-être parmi les humains, comme il est encore le cas aujourd'hui. Moi, vous ne m'avez pas vu dans mes autres formes. Mais et qu'après ça, ils ont repris leur forme naturelle pour retourner peut-être chez eux. Je vais reprendre l'exemple de mon neveu à Téhéran.
donc qui a des contacts tout le temps depuis qu'il est tout petit, donc il a 15 ans aujourd'hui, depuis aussi loin qu'il se souvienne quand il était pratiquement bébé, il a des contacts avec un extraterrestre qui vient le voir la nuit, avec lequel il parle. La nuit, l'extraterrestre vient, lui parle, etc. Et il m'a demandé pourquoi cet extraterrestre avait la forme d'un griffon. Et donc je lui ai répondu, cet extraterrestre n'a pas la forme d'un griffon. Mais le griffon étant un des personnages phares de la mythologie perse, et donc mon neveu étant iranien, donc a grandi dans cette culture, son contact extraterrestre, qui apparemment est un de mes contacts à moi aussi, puisque nous parlons la même langue, au moins des siens, la nuit, quand nous nous rencontrons, son contact prend une forme iranienne, entre guillemets, pour ne pas effrayer mon neveu, qui à l'origine est un tout petit garçon, quoi. Donc, c'est ce qui se passe régulièrement. Beaucoup de reptiliens, par exemple, qui sont en contact avec des terriens, prennent une forme humanoïde. Alors, il y a des reptiliens humanoïdes, mais il y en a qui ne sont pas du tout humanoïdes. Moi, j'ai une forme reptilienne qui n'est pas du tout humanoïde. Très bien. Alors, merci. Cathy demande bonsoir à vous. Les prêtresses étaient très honorées en Égypte car elles avaient beaucoup de savoir en médiumnité et parfois se mariaient avec le pharaon. Vous pouvez confirmer? Alors bon, on sait que les pharaons avaient plusieurs femmes et des concubines, hein, comme beaucoup de régnants, que les prêtresses étaient très honorées en Égypte. Les prêtresses dans tous les pays, dans toutes les religions, dans tous les coins du monde ont toujours été, déjà parce qu'elles savaient aussi terroriser, comme les prêtres d'ailleurs, ou certains religieux savent très bien manipuler les gens, mais en plus de ça, souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, nous étions dans une formule qui était articulée autour du matriarcat. Apparemment, à la fin, la dernière race des Atlantes, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, hein, était à une période, et ça aurait été également la cause de l'effondrement d'Atlantis, il y aurait eu des tempêtes solaires, et en fait, dans ces tempêtes solaires, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait, comme les rayons gamma, etc., qui peuvent nous tuer, hein, nous sommes protégés sur Terre, il y avait des rayons qui, en fait, avaient des causes assez dramatiques sur les terriens, enfin, terriens ou pas, mais qui vivaient sur Terre, et apparemment, la reproduction des mâles était très compromise. En fait, ça a beaucoup joué sur leur stérilité, ce qui fait que beaucoup de mâles mouraient. On se retrouvait dans une civilisation, peut-être que c'est ce qui a donné l'idée des Amazones aussi, hein, qui était extrêmement féminine, et donc on est passé à un matriarcat. Donc, il est fort possible, je ne suis pas spécialiste des prêtresses en ancienne Égypte, mais il est fort possible qu'il y ait là un lien, évident. Ce serait purement logique, oui. Mais bon, les prêtresses, en tout cas pour celles qu'il y avait en Grèce et peut-être ailleurs, hein, c'était aussi des manipulatrices. Elles étaient aussi courtisanes. Il y en avait certaines qui se prostituaient. On parle aujourd'hui d'un certain vêtement pour certaines femmes dans une certaine religion. En fait, autrefois, c'était le vêtement des prostituées. Hein. Donc, à l'époque où il y avait une espèce de carnaval de Venise, où les prostituées s'habillaient comme ça pendant quelques jours pour vendre leur corps, leur charme à qui elles avaient envie. Voilà, elles se faisaient plaisir aussi. Peut-être qu'elles n'avaient pas une vie très simple non plus à l'époque. Alors, il y a leur culture. Ouais. Il y a l'âme qui demande qui met la question à se poser, d'où viennent nos pensées? Alors là, l'âme, tu débordes du sujet là. D'où viennent nos pensées? Alors, je peux répondre, pour partie au moins. Hein, il faut savoir que notre conscience, notre âme est extracorporelle. On le sait aujourd'hui, hein, que notre conscience n'est pas dans notre cerveau. Notre cerveau, en fait, c'est l'interface, c'est la box, en fait. Hein. Notre cerveau est la box qui nous permet de nous connecter à notre âme, qui permet de connecter notre corps à notre terre, à notre âme. Donc, nos pensées viennent de notre âme, de nos choix, et puis éventuellement de l'aide qu'on demande à nos guides, à tous ceux qui nous protègent, des choix, donc oui, ça je l'ai dit, que nous faisons, des influences que nous subissons autour de nous. C'est beaucoup de choses, les pensées. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le domaine des pensées, parce qu'il y a les pensées conscientes, inconscientes, subconscientes. Il y a le chemin de vie qu'on s'est choisi avant d'entrer dans notre corps terrestre, donc ce qui s'appelle notre mission de vie ou notre choix de vie. Et tout ça influence. Et puis chaque action
et interaction que nous avons peut influencer tout ça. Ok. Et également, tu as Nathan qui demande pour quelles raisons les Égyptiens vénéraient les chats. Pour quelle raison les Égyptiens vénéraient les chats? Les Égyptiens vénéraient beaucoup d'animaux, mais parce que dans la constellation de Sirius, donc, vous avez des planètes où, en fait, les extraterrestres, certaines peuplades de ces planètes-là, sont en fait des félins. Donc, il y avait des maîtres, comme je disais tout à l'heure, hein, donc des maîtres qui ont apporté la science, la civilisation, etc. Il y avait des maîtres qui étaient des félins. Il y avait des lions, il y avait des félins, il y avait il y avait des baleines, il y avait des dauphins, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, et des reptiliens et des reptiles également, oui. Après, allez voir Nicolas et demandez-lui en plus. C'est sa partie. Le crocodile était sacré, non? Le crocodile, alors ça, c'est une histoire, ça me fait sourire. Je ne sais pas, là, très franchement. Mais les crocodiles sacrés du Nil, bon, alors on m'avait raconté, moi, quand j'étais petit, que bah, c'était un honneur, soi-disant, d'être dévoré par un crocodile sacré du Nil. Moi, je ne vois pas vraiment les gens se sacrifier comme ça. On sait très bien que les gens qui étaient sacrifiés étaient drogués, hein, tout comme on a drogué les Américains, les Russes pendant la guerre pour qu'ils viennent libérer. Je dirais d'ailleurs beaucoup les Russes, hein, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, parce qu'on a quand même eu 11 millions de soldats russes qui sont morts contre à peu près 180 000 Américains. Donc, j'ai quand même de gros doutes sur le fait que les Américains aient sauvé l'Europe. Mais c'est un autre débat. Et en l'occurrence, là, voilà quoi. D'accord. Alors, Amira demande, bonsoir, est-ce que c'est possible que d'autres humains étaient aussi le même pharaon? Répète la question. Est-ce que c'est Demande, possible est-ce que c'était possible que d'autres humains étaient aussi le même pharaon? Est-ce que c'est possible que le pharaon avait peut-être plusieurs incarnations en même temps? Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ah, d'accord. Donc, ok. Est-ce que, si j'ai bien compris ta question, c'est Amira, et tu as le droit de la préciser, Amira, pardon, il s'agirait de savoir si, dans une incarnation, plusieurs personnes aujourd'hui auraient pu être le même pharaon, hein. Je vais partir de cette idée-là et tu nous diras si je me trompe. Il est possible, pour d'autres raisons, ça c'est fort possible, d'ailleurs ça m'est arrivé, pas dans une vie pharaonique, mais dans une vie ici en France, d'avoir deux vies concurrentes, puisque nous vivons en plusieurs dimensions des vies parallèles, qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai rencontré récemment, là je vais parler d'un cas pratique et d'un cas vrai, puisque ça m'est arrivé, j'ai rencontré récemment en fait un soldat d'une autre dimension qui est venu me voir, et ce soldat, il est de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que moi, Jesse Cregnew, dans ma dernière vie, dans ma dernière incarnation avant celle qui est présente, où je suis né fin 1960, je suis mort en 1942, hein, comme chasseur américain venu en Europe combattre les Allemands. J'ai été fusillé dans mon avion. Donc je suis mort en 1942. Je me suis réincarné en la personne que je suis ici en 1960, fin 1960. Alors que je suis mort l'été 42. Maintenant, donc Tu n'as pas eu beaucoup de vacances entre les deux, quand même. J'ai pas eu beaucoup de vacances, mais je suis quelqu'un qui se repose très vite. Mon père disait toujours, je dors vite. Mon père était quelqu'un qui dormait très peu. Et peut-être que j'ai hérité ça de lui. Mais en tout cas, donc ce soldat que j'ai rencontré récemment, donc après, nous avons canalisé avec lui. Et en fait, ce soldat est un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, un Britannique, qui est venu me voir parce qu'il me connaissait de son vivant. Et en fait, il a épousé ma fille à l'époque où j'étais un paysan breton. Donc là, si vous mettez A plus B ensemble, on arrive forcément à deux vies parallèles. Je ne peux pas avoir été et américain et breton dans le même espace-temps, hein. Donc il y a des vies parallèles. Donc, Amira, pour finir de te répondre, je pense que oui, il y a probablement beaucoup, beaucoup de cas comme ça, oui, c'est clair. Et donc, également, ça n'épargne pas les pharaons. Bien sûr. Alors, maintenant, le seul vrai Téti, c'est moi. Non, je plaisante. Valérie demande le rapport entre les pyramides et la carte du ciel. Alors là, il faut lire Robert Bauval, hein, qui est vraiment qui est le découvreur d'ailleurs de ça. Donc, Robert Bauval est un Belge né en Égypte, donc qui parle arabe, qui était ingénieur, je crois, de formation,
C'est un monsieur qui est d'âge mémorable. Maintenant, je crois qu'il doit approcher les 80 ans. Et donc, Robert Bauval, donc évidemment, étant né en Égypte, parle arabe, lit, l'écrit, parle anglais, parle français, étant belge d'origine, et vit aujourd'hui en Espagne, parce qu'apparemment, il aurait des soucis avec l'Égypte, parce qu'il a révélé des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde, notamment à M. Zahi Hawass, qui était quelqu'un de très particulier, et qui ne riait pas tous les repas. Mais donc Robert Bauval, un jour, a réalisé, en s'intéressant à l'égyptologie, qui l'a toujours passionné, en plus il était dans le bon pays, il a réalisé qu'en fait les 3 pyramides de Gizeh, donc Képhren, Khéops et Mykérinos, étaient parfaitement alignées sur les 3 étoiles du baudrier de la ceinture d'Orion. Donc je crois que Robert Bauval, donc B-A-U, il n'y a pas de E, hein, V-A-L, a écrit un livre sur le sujet. Il y en a un qui traîne quelque part. Il donne beaucoup de conférences. Il a participé à beaucoup de documentaires également. Il en a fait lui-même sur tout ce qui est l'Égypte antique. Il est dans la série Alien Theory, qui s'appelle aussi Ancient Alien avec Giorgio Tsoukalos, que je recommande d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Giorgio Tsoukalos a fait un très gros boulot de débroussaillage. C'est le fils spirituel de Eric von Däniken, pour ceux qui connaissent Eric von Däniken et Zecharia Sitchin par ailleurs. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Très bien. Valérie? Alors oui, du coup, l'âme demande. L'âme revient, oui. Parler de l'œil d'Horus. Répète, j'ai pas entendu le début de la question, Anatole. Je te demande de nous parler de l'œil d'Horus. Il y a encore eu un bug sur le début. L'œil d'Horus, quoi? Elle te demande de nous parler de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais aux dernières nouvelles, apparemment, ce serait une représentation du cerveau humain. Donc voilà tout ce que je peux te dire par rapport à l'œil d'Horus. Il y a quelque chose encore à travailler là. D'ailleurs, tout comme le scarabée qui s'appelle le bousier, j'ai découvert récemment qu'il était vénéré par les Égyptiens. En fait, quand on regarde la carapace du bousier, en fait, ça représente parfaitement le crâne humain. Donc, il y aurait certainement un lien de cause à effet. Sur l'Égypte, il y a un film qui est très sympa que je vous recommande qui s'appelle God of Egypt, qui est assez sympa. C'est un peu une guerre entre les dieux égyptiens. Il est pas mal du tout. Alors, c'est celui sur lequel je t'ai lancé au début de l'émission, Anatole. Ah, ouais. D'ailleurs, comme il y a la guerre des titans, je crois, dont tu me parlais l'autre jour, ouais. Et pareil sur la mythologie grecque, c'est très sympa. Hein. Très bon divertissement et très intelligent en même temps. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que les dieux grecs, les dieux égyptiens ont existé? Parce qu'à un moment donné, justement, dans le film La guerre des titans, là, le dernier, à un moment donné, il dit, bon, voilà, il fait aujourd'hui, il fait plus personne ne nous prie, donc nous sommes appelés à disparaître, et il demande à Persée de l'aider dans un dernier combat. Mais est-ce que les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux romains ont existé, ou est-ce que tout cela n'est que pure invention? Alors bon, on sait que Freud a décapité la religion chrétienne et peut-être même juive. Mais oui, les gens, c'est vrai qu'à partir du moment où les gens quittent aussi bien une ville qu'une religion, d'ailleurs il y en a plein de par le monde, hein, de villes abandonnées comme ça, on ne sait pas nécessairement toujours pourquoi, la vie change, la vie évolue, ils trouvent peut-être mieux ailleurs, alors mieux après c'est subjectif, mais oui voilà, est-ce que les dieux égyptiens, tu parles des dieux grecs je pense surtout, c'est ta question là, hein. Est-ce que les dieux grecs ont... Non, mais des dieux grecs, non, mais même des dieux égyptiens, puisque c'est le sujet de Oui, les dieux égyptiens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était les Atlantes, hein, c'était les maîtres Atlantes. Et tu disais la dernière fois toi-même que je ne sais plus, la dernière fois, il y avait, comment il s'appelle, le passeur, Anubis. Voilà. Anubis, le passeur d'âme. Oui. Il est considéré comme un dieu à l'époque de l'Égypte. Oui. Voilà, donc. Il était un dieu, il était le dieu passeur d'âme, c'était le dieu qui aidait les pharaons à passer outre, à passer au-delà. Hein. On peut très bien s'imaginer que, j'en sais rien, que Neptune ou même Mars ou même Jupiter ou Zeus existaient. Alors, ils ont certainement existé. Ils ont forcément certainement existé.
Alors là, je ne m'embourberai pas du tout dans la mythologie grecque, mais je suis prêt à croire parce que ça ressemble tellement à tout ce qui est égyptien, sud-américain, etc., que forcément, ils ont probablement existé. Bah, d'ailleurs, on avait des naïades, on sait que les sirènes ont existé, hein, tous ces gens-là, et existent encore sur d'autres planètes. Il y a d'autres planètes dans le ciel, toujours dans la région de Sirius, où il y a des sirènes, hein, avec les baleines et les dauphins. Donc, on en a retrouvé une sur Terre. Moi, j'ai un de mes amis qui en a carrément vu une. Il y a eu d'autres photos qui ont été circulées, hein, récemment. Bon, c'est très, très rare parce que très souvent, ces êtres-là, je le répète, donc, étaient des gens qui vibraient à un autre niveau, donc qui n'étaient pas visibles aux humains d'aujourd'hui, avant qu'on remonte. Nous sommes en train de travailler une ascension pour remonter là. Oui, tout à fait. Attends, il y avait une autre question. Oui, donc du coup, la Belette qui demande du coup quel est le lien avec la spiritualité moderne? Quel est le lien avec la spiritualité moderne? La Belette a raison. Et c'est ce que j'allais dire en quittant la partie question. Donc, tu as raison de nous y ramener, Belette. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Eh bien, on a retrouvé, je vous parlais tout à l'heure de Hatshepsut, qui était pour moitié divine, dont le père aurait été quelqu'un venu du ciel, etc. Hein, donc, on retrouve, là j'avance dans l'histoire, je continue, nous sommes à la deuxième partie de l'émission, on retrouve complètement toute l'histoire de la religion judéo-chrétienne. Bon, tout le monde connaît l'histoire de la fausse histoire d'ailleurs de sortie d'Égypte des esclaves hébreux et de Moïse. Là, nous arrivons directement pointés sur l'infini à partir de là, donc en descendant les générations, les millénaires et en se rapprochant de notre époque actuelle, nous arrivons directement pointés sur Moïse. Moïse a une histoire très, très particulière. Alors, aussi bien la vraie histoire que le mythe de Moïse est une histoire très particulière. On nous dit en fait, bon, ben voilà, Moïse, il était trouvé, il était adopté par la reine d'Égypte, etc., qui en a fait son fils, donc et donc après a eu un autre fils, on dirait légitime aujourd'hui, hein. Et donc, après, il y aurait eu un contentieux entre eux, etc., mais que Moïse aurait été, en fait, le fils d'enfants hébreux qui vivaient en Égypte en tant qu'esclaves, etc. Bon, ça, c'est très joli dans les péplums d'Hollywood, mais maintenant, quand on regarde la partie, je vais mettre un peu plus de lumière, maintenant, quand on regarde le côté historique, les anciens écrits, et là, je parle de gens qui ont étudié les anciens écrits en se basant sur les langues araméennes, égyptiennes, hébreux, cananéennes, acadiennes, etc. Donc, nous repartons vraiment aux écrits, pour le peu d'écrits qu'on a retrouvés, mais quelle cohérence il peut y avoir de là. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que le nom de Moïse en cartouche égyptien, c'est le même nom, c'est le même cartouche que le pharaon Ramsès, qui est Ra-Messou. Donc c'est quand même très très curieux qu'ils aient eu le même nom. Alors en plus de ça, ce qui est très intéressant, donc j'en parlais avec mon ami Jean-Pierre là, il y a quelques jours, justement, et donc nous parlions de Moïse, de la sortie d'Égypte, des tables de la loi, etc. Et Jean-Pierre me dit oui, mais quand même, tu te rends compte, ils ont le pharaon, est allé courir après eux pour essayer de les rattraper quand ils ont traversé la mer Égée, qu'ils n'ont d'ailleurs pas traversé par ailleurs. Enfin bref, et j'ai dit, écoute Jean-Pierre, ce pharaon où il était vraiment abruti, ou alors il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit, mais moi, si j'étais le pharaon donc de l'époque de Moïse, et que Moïse s'en va avec les Hébreux égyptiens qui m'ont déjà envoyé les 7 plaies, je ne serais que trop content de les voir partir, je les aurais virés moi-même, je les aurais poussés à la mer. Oui, c'est vrai que ça m'a toujours fait rire. Ouais. C'est vrai que ce côté à vouloir aller et tout. Ah oui, c'est clair. C'est vrai que quand tu as. C'est comme quand. Il avait tout intérêt à ce qu'il se casse et au plus vite, en fait. Hein, alors après, quand on est de l'autre côté, alors là, je me base toujours sur les écrits qu'on nous enseigne dans différentes écoles et religions, etc. Hein, après, quand Moïse est de l'autre côté, donc voilà, alors il s'en va sur la montagne recevoir les tables de la loi. Et puis quand il revient,
en fait, il retrouve les Hébreux avec son propre frère, qui ont fait une énorme statue d'un veau d'or et qui sont en train de célébrer ce nouveau dieu. Alors, il faut savoir que le veau d'or, c'était quand même le dieu égyptien, le veau, hein, Hapi. Donc, on retourne à la religion des Égyptiens. Donc, on est encore égyptien dans l'âme, on n'est pas hébreu là. Hein, donc, pourquoi est-ce que des Hébreux qui venaient de fuir l'Égypte avec tout ce que l'Égypte pouvait représenter, l'Égypte qui soi-disant les opprimait, leur interdisait leur religion, puis les voilà qui se remettent à refaire, à la première occasion, à peine échappés des îles, puis ils se remettent à refaire un taureau qui est la religion égyptienne. D'ailleurs, le surnom du pharaon, c'était taureau puissant. Hein, puisque c'était son surnom. Donc pourquoi aurait-il fait ça? Ça tient absolument pas la route. Par ailleurs, moi je me pose une grosse question, mais c'est mon côté ashkénaze là qui reprend le dessus. Si c'était des Hébreux qui se sont sauvés, des esclaves, pardon, Hébreux qui se sont sauvés et qu'on fait un veau d'or, ils ont trouvé l'or où? Parce qu'un esclave par essence, ça n'a rien qui lui appartienne et encore moins de l'or. D'accord? Donc d'où venait cet or? Donc là, il y a quelque chose, il y a un moment où, comme dirait Bachung, il y a un truc qui fait masse quand même, là. Il y a quelque chose qui passe pas. Hein. Donc évidemment, évidemment, parce que tout n'est pas, c'est pas tout ce qui nous est raconté. Mais en plus, pendant très très longtemps, là, quand on arrive dans la religion juive et donc judéo-chrétienne, hein, et donc au final, on va arriver même jusqu'à l'islam, si j'étends jusqu'au bout du spectre. Donc à cette époque-là, on nous parle d'Élohim et on veut nous faire croire que Élohim c'est le nom de Dieu, mais non. Parce que déjà, pour les Hébreux, il est interdit, pour les Juifs, et j'en fais partie, il est interdit de prononcer le nom de Dieu. Donc, on n'a pas le droit de le dire. Donc, on ne peut pas l'appeler ni Elohim, ni Shpuns, ni quoi que ce soit. Par contre, Elohim en hébreu veut dire les dieux. Donc, on retourne au panthéon des dieux égyptiens, qu'on a retrouvé par ailleurs, je le disais en début d'émission, dans le sarcophage avec une statuette d'Akhenaton et des dieux de l'époque d'Akhenaton. Donc, ce qui prouvait également que finalement, Akhenaton n'avait pas interdit tous les autres dieux. Mais là, on retombe là-dessus avec Moïse. Et à partir de là, eh bien, la religion, là, ce serait l'objet d'une autre émission, mais la religion, à partir de Moïse, c'est là où on est vraiment dans la religion, non plus dans la spiritualité, mais dans la religion, et ce sera l'objet de notre prochaine émission sur le sujet, on est vraiment dans la religion et on est dans une religion qui a été fabriquée de toutes pièces, qui n'a plus rien à voir avec la spiritualité atlante et la spiritualité de la très ancienne Égypte. Pas de l'ancienne Égypte, mais de la très ancienne Égypte. Ouais, mais Là, nous sommes... on voit déjà même le concile à Constantinople, quand il a été dit que, enfin, quand il a été dit que il ne fallait pas dire que Jésus avait eu des enfants, il ne fallait pas dire. C'est sûr que il y a un côté quand on regarde un film, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà dû le voir, La Passion du Christ. Bon, c'est un film qui est, j'aime beaucoup Mel Gibson en tant que réalisateur. Je trouve qu'il fait de très bons films. Mais c'est vrai que quand on regarde la Passion du Christ, on voit la vie d'un homme, on voit un homme bon, qui se fait, il n'y a même pas de mots pour décrire la scène quand il se fait fouetter, parce que c'est d'une violence qu'un extrême. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, on est là en train de se dire, vous vous rendez compte, cet homme a souffert le martyre pour nous. Maintenant, on nous aurait présenté Jésus, ben voilà, il avait une vie de famille, il a eu des petits-enfants, bon, c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais il est mort, voilà, comme nous tous, d'une mort naturelle. C'est sûr que d'un coup, il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins glamour, on va dire ça comme ça. Donc c'est Il vrai que fallait frapper l'imaginaire de toute façon, ça fait partie de tout, des contes d'ailleurs. Les contes sont là aussi pour voilà, frapper c'est pour l'imaginaire. ça qu'au niveau de la religion, il y a toujours un côté très fantastique. Ouais. Très fantastique. Et c'est justement c'est très intéressant ce que tu vas faire comme conférence, d'ailleurs, d'ici 15 jours. Hein, dans 15 Voilà, j'ai jours. plus qu'à prendre mes notes. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau donc des questions Oui, toujours sur l'Égypte, Christophe demande, les chats sont-ils des protecteurs? les chats sont des protecteurs pour un tas de raisons, mais là je vais au-delà de l'Égypte. C'est qu'en fait, les chats ont la faculté, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, mais bon, après je ne suis pas non plus un spécialiste animal, mais les chats ont la faculté d'intégrer, d'aspirer toutes les choses négatives autour d'eux. Mettez un chat quelque part et les gens deviennent calmes. Le chien ne le fait pas, ça. Le poisson rouge même le fait pas. Hein, le canari du Japon ne fait pas ça. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça pose un calme, mais c'est dans l'âme des chats. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui a été reçu il
Il y a quelqu'un qui a été reçu sur Mysteria, une femme, je crois, qui a parlé de ça, non? Attends, il y a quelque temps. Des chats? Enfin bref. Oui, qui parlait de l'âme des chats, des animaux. Oui, oui, il me semble que c'est. Oui, oui, oui. Hein, qui est interviewé par Anne, il me semble. Enfin voilà, donc c'est pour répondre sur la question des chats en tout cas. Hein. Oui, donc dans ce sens-là, oui, bien sûr. Sans compter que là, je reviens sur le fait que les chats sont aussi des gens, des extraterrestres hein, à la base. Oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est-à-dire que ça, les chats ont un sacré pouvoir, comme les chiens d'ailleurs. C'est vrai que ce sont des animaux assez fabuleux. J'avais envie de prendre un cochon à la maison. Mais bon, c'est vrai. J'aimerais bien prendre un cochon du Vietnam, un gros cochon, parce que je trouve que c'est un animal extraordinaire, très très intelligent, très affectueux et très gentil, malgré un petit peu dans sa laideur, on va dire. Mais non, non, j'aimerais bien voir un jour pour en prendre un. Peut-être que nous sommes très laids pour les cochons aussi. Très certainement, très, très certainement. Alors, l'âme demande, connaissez-vous la Merkaba, véhicule de lumière? Comment l'activer? Cela a-t-il un rapport avec l'immortalité? Alors ça, c'est pas quelque chose que je connais, l'âme. Je suis désolé, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas de réponse là. D'accord. Alors, Namasté demande, la passion du Christ, il a fait des recherches et ça s'est passé comme ça ne choque. Ah oui, ça choque ou pas, pardon. C'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Nathalie demande qui sont les fils d'Eholms dont on entend parler dans certaines vidéos sur YouTube. Je n'ai pas vu ces vidéos, je ne sais pas qui c'est. Ouais. Eholms. Alors là, maintenant, je lui dirais presque retourne voir sur YouTube, peut-être qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose que je connais du tout. Ça ne me dit rien du tout, ni le nom, ni rien. Quels sont les pharaons? Parce que bon, là, on parle de la très, très ancienne Égypte, mais quand on revient quelque part sur des pharaons, enfin des pharaons entre guillemets, comme Cléopâtre, des trucs comme ça, ils étaient beaucoup moins imprégnés de toute cette culture, j'imagine. Les pharaons étaient moins imprégnés de quelle culture? Ouais, je te parle les pharaons grecs. C'est beaucoup moins imprégné. C'est la dernière partie de. Oui. Les Ptolémaïques, ils s'appellent les Ptolémaïques. Donc Cléopâtre faisait partie. Cléopâtre est un nom grec. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms grecs dans l'histoire. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure d'Amenhotep, donc qui était Aménophis hein, pour les Grecs et Amenhotep pour les Égyptiens. Les Grecs ont été aussi de grands conquérants. Et donc, ils ont apporté aussi leur culture, et voilà. Mais je vois pas la question, je vois pas l'intérêt de la question, ou je l'ai pas comprise peut-être. Est-ce qu'elle peut expliquer Non, c'était ma question. Anna, est-ce que tu veux bien développer ta question? Non, en fait, ce que je veux dire, tu parlais tout à l'heure que certains pharaons de la très ancienne Égypte étaient, je veux dire, étaient quand même imprégnés à l'intérieur d'eux-mêmes de choses, tu vois, c'était des anciens Atlantes. Je veux dire, ils avaient des messages forts. Est-ce que les générations qui ont suivi ont quand même gardé un petit peu en mémoire ça, ou est-ce que, on va dire, les derniers pharaons qui étaient donc grecs n'étaient plus du tout issus de tout ça? C'est ça ma question. D'accord. Alors bon, il est clair que tu as raison d'en parler, puisque finalement, c'est vraiment l'objet de notre émission de ce soir, de toute façon. Hein. Donc, comment les Atlantes ont amené la spiritualité et comment les Égyptiens en ont fait la religion. Après, les Grecs ont apporté leur version, ils ont apporté leur écriture, ils ont apporté leur partie de l'histoire, ils ont apporté leur personnage. Je parlais tout à l'heure de Cléopâtre. Alors, il y a plusieurs Cléopâtres, hein, mais celle qui est très connue, alors après, est-ce qu'elle est légende, est-ce qu'elle a été vraiment femme? Mais en tout cas, elle a un personnage qui est merveilleux. C'était une femme extrêmement intelligente, extrêmement cultivée, qui parlait plusieurs langues. Hein, donc c'était quelqu'un d'extrêmement érudit pour son époque. Pour autant, elle était jeune, parce qu'elle est morte jeune de toute façon. Je ne sais pas si elle avait 30 ans quand elle est morte. Après, bon, maintenant, comme beaucoup de ces grands personnages,
Est-ce qu'on les a fabriqués? J'ai pas souvenir. Je me suis pas intéressé trop au personnage de Cléopâtre, mais j'ai pas souvenir qu'on ait retrouvé de momies ou de quoi que ce soit d'elle. Hein. Donc voilà, après, il faut voir. Je laisse ça aux spécialistes. Alors, tout à l'heure, Nathalie te demandait qui étaient les fils. Alors, elle met les Elohim. Ça ne te parle toujours pas? Ah, Elohim. les Elohim, oui. Alors, les Elohim en hébreu, donc Eloha veut dire Dieu au singulier, et Elohim veut dire les dieux au pluriel. D'ailleurs, dans tous les noms hébreux où on retrouve El comme Michael, Ariel, Muriel, etc., c'est toujours en relation avec Dieu, El étant aussi Dieu. Hein. Quels étaient les Elohim? Pour les chrétiens, Elohim, c'est un autre nom de Dieu au tout début de l'histoire de Moïse. Hein. En hébreu, je viens de vous expliquer à quoi ça fait référence, et pour moi, ça fait référence au Dieu d'Égypte. D'ailleurs, on dit dans la Bible française de mémoire les dieux de nos pères. À un moment, au tout début de la Bible. Hein. À partir du moment où la Bible devient religieuse, donc pas dans la Genèse, mais dans les livres suivants. J'espère avoir répondu à ta question. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Muriel qui demande, après sa grandeur, que devient l'Égypte actuelle? Que devient l'Égypte actuelle? Un pays pour les touristes, et puis malheureusement un pays où il y a aussi, on a entendu parler, hein, des gens qui sont maltraités par d'autres. Il faut savoir que l'Égypte, il y a 100 ans, c'était un pays chrétien, comme beaucoup de pays du Moyen-Orient d'ailleurs. Hein. Donc après, il y a tout ce consensus religieux. Moi, quand je suis allé en Égypte, donc je suis allé sur le mont Sinaï, au monastère Sainte-Catherine, c'est là où il y a le buisson ardent. Et notre guide nous a expliqué évidemment tout ce qu'il y avait là, a fait très bien son travail, le lien avec la Bible, etc., etc. Et il nous montre qu'il y avait dos à dos une église et une mosquée. Et je lui dis, ah bah c'est très bien, est-ce que c'est un symbole de fraternité? Il me dit, en fait, non, pendant très très longtemps, les Égyptiens ont tous construit une mosquée à côté d'une église pour pas qu'on attaque l'église. Elle était protégée, en fait. Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé. Donc aujourd'hui, c'est très triste parce que c'est. Bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de très spirituel et je ne prends pas parti. Moi, mon seul parti, il est pour la spiritualité, l'amour et la paix, en barre. Hein, après, je vous ai parlé un petit peu de religion, des religions d'ailleurs, différemment ou ensemble, mais bon, je laisse chacun croire. Just Sage, tout à l'heure, a posé une question qu'il a Oui. effacée, mais qui était très intéressante. Il a dit à un moment donné, est-ce que dans l'ancienne Égypte, mais même j'ai envie de te poser à l'époque des Atlantes, est-ce que les animaux communiquaient avec les humains? Est-ce que les animaux savaient parler? Il y a des gens, on en a un d'ailleurs qui est d'un de nos fidèles spectateurs là, et suiveurs, Noza, qui communique avec les plantes ou les animaux. Il y a des gens Non, mais je qui ne ont cette. te parle pas des personnes qui communiquent avec les animaux comme la communication animale. Je te parle des personnes qui. Est-ce que les animaux pouvaient parler comme nous on parle, si tu veux? Qui avaient une Ah, capacité. parler, articuler des sons, tu veux dire Voilà. vocaliser? Oui, oui, puisque. Enfin, les animaux, qu'est-ce que vous appelez des animaux? Pour moi, quand je vois des félins où il y a sur une planète, où il y a des chevaux, par exemple, hein, sur Arcturus, je crois, il y a des humanoïdes qui ont une forme chevaline. Il y en a qui parlent aussi, oui, il y a beaucoup d'extraterrestres qui ne parlent plus parce qu'ils ne communiquent plus que par pensée, mais encore dans ceux qui sont incarnés, après il y a ceux qui ne sont pas incarnés, mais oui, évidemment, il y en a qui parlent, donc est-ce que ces animaux-là parlent? Oui, ils ont été créés, maintenant sur Terre, là encore, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, chaque chose vivante, où qu'elle soit, quel que soit le système, la dimension, la planète, le milieu ambiant, que ce soit un désert ou une jungle, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, que ce soit au sol ou sous le sol ou dans les airs. Chaque être, et les plantes également, les animaux, les hommes, évoluent par rapport à leurs besoins. Hein, si tout à coup les hommes avaient besoin d'un bec, au fur et à mesure de notre évolution, nous développerions un bec et des cornes peut-être même. Est-ce que, je veux dire, à l'époque de l'Atlantide,
Néfertiti, même de la Haute-Égypte, est-ce qu'il existait des centaures, tu vois, ces animaux un petit peu mythologiques, enfin ces êtres, même je veux dire mythologiques, comme on a pu le voir dans les films, tu vois, par exemple, même des phénix avec un peu des têtes d'humains, ce genre de choses. Ah oui, tout à fait. Bon, le centaure, c'est la Grèce, hein, mais il y en a probablement aussi. Je parlais tout à l'heure, et encore tout de suite d'ailleurs, de, de pourquoi nous avons des baleines, par exemple, sur Terre. Nous avons des baleines parce que des gens de cette planète en ont créé, les ont amenés ici. Quand on vous dit dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas ça le message qu'il faut comprendre. C'est l'homme a créé Dieu à son image. Mais par contre, le créateur, le vrai, celui que devrait être Dieu, mais qui n'est pas reconnu comme ça, puisqu'il est interprété différemment, euh, ont vraiment créé à leurs images. Donc les gens qui ont créé les baleines sur Terre, eh bien, c'était des gens qui ont une vie de comment ça s'appelle, de baleines, de cétacés, donc j'allais dire, sur leur planète, sur des planètes qui sont des planètes d'eau. Il y a des planètes d'eau, des planètes de gaz, des planètes de lumière, des planètes qui sont plutôt matérielles. On en reparle encore d'ailleurs récemment, j'ai vu ça circuler dans la semaine, cette semaine et la semaine dernière. On reparle de la planète Titan, je te parlais du film l'autre jour dans l'émission. Bon, donc on espère qu'on va pouvoir exporter la vie terrienne sur Titan. Bon, admettons, maintenant, Titan, elle est peuplée d'autres personnes, de titaniens, et peut-être de titanium d'ailleurs aussi. Sur Titan, ils n'ont peut-être pas envie qu'on débarque, quoi non plus. Hein. Après, ça, c'est une vision très humaine de penser comme ça. Alors, Muriel demande si Néfertiti était-elle aussi belle intérieurement qu'extérieurement. Ça faudrait demander à son mari. Est-ce qu'elle était belle intérieurement? Elle est restée dans la mémoire comme une grande reine. Hein. Alors après, ça peut tout dire et n'importe quoi. Mais apparemment, d'après tout ce qu'on peut en retrouver et en comprendre de ce qui nous est parvenu, même si beaucoup a été détruit, de l'époque, elle est quand même commémorée comme une grande âme. Et ça l'était forcément, puisqu'elle était, comme je disais, elle était extraterrestre. Donc elle avait, c'était peut-être pas quelqu'un qui était sympa à tous les repas, mais c'était au moins probablement quelqu'un qui était très très grandement intelligent, philosophe, etc. Ces entités qui arrivent là d'autres planètes, ce sont des gens qui sont souvent, des entités qui sont très souvent, quelle que soit leur forme ou leur origine, qui sont très souvent, alors, supérieures technologiquement et scientifiquement, mais aussi des gens qui vibrent à des vibrations tellement hautes qui sont bien supérieures aux humains. C'est ce que je disais dans l'autre émission. Les Atlantes sont descendus énormément dans l'échelle de Jacob des vibrations. Ils sont descendus de très très haut pour descendre très bas, c'est ce qui a causé leur perte. Tout à fait. Merci beaucoup, Jess, pour cette belle conférence sur l'Égypte. Un retour en arrière. Oui. Voilà. Et à la fois c'est très intéressant parce que à la fois on en apprend un petit peu plus sur. Tu as parlé tout à l'heure de Toutankhamon, Néfertiti, tout ça, mais également de la Haute-Égypte, de l'ancienne Égypte, de l'Égypte actuelle, donc je veux dire des pyramides. On a Nous sommes appris. bien au-delà de la haute. Excuse-moi, Anatole, de t'interrompre. Nous sommes bien au-delà de la Haute-Égypte. Hein. Oui, non, mais quand je dis Haute-Égypte, oui, bien sûr. Non, mais entendu, oui, oui. Non, la Haute-Égypte, c'est l'Égypte du Nord. Hein. Mais c'est bien ce que je dis depuis le début, nous sommes dans la très ancienne Égypte, au-delà de 6000 ans en arrière. Hein. Donc, quelque part, comme ce film-là, Le Roi Scorpion, qui Oui, dit-on, était le premier pharaon. alors c'est possible, je sais que tu es très fan. D'ailleurs, tiens, je vais aller le regarder. Il va falloir que je passe à Ah l'heure. oui, parce que c'est vrai, ce film-là, avec Dwayne Johnson, là, je crois que c'est avec lui. Et oui, il est. Voilà. Et en fait, ça nous montre au départ, il va réunir plusieurs clans et il va devenir le premier pharaon. Il est pas mal comme film d'ailleurs. Je vous Alors, invite il y à a le regarder. probablement, oui, tu as raison, je vais le regarder, mais faisons-lui un peu de pub. Et puis, il y avait probablement des scorpions. Alors, moi, j'ai pas de
j'ai pas l'encyclopédie de tous les types d'animaux qu'il y a sur d'autres planètes. Et personnellement, des extraterrestres, j'en connais beaucoup de formes, de beaucoup de races, de beaucoup d'endroits, mais il y en a aussi énormément que je ne connais pas. Par contre, là encore, c'est vraiment la spécialité de Nicolas, qui s'est donné pour mission, entre autres, de répertorier tous nos contacts galactiques. Ouais, tout à fait, tout à fait. Justement, j'en profite pour vous faire l'annonce d'une conférence qui aura lieu dimanche, une conférence exceptionnelle qui ne devait pas avoir lieu et qui s'est fait au dernier moment. Dimanche soir, je reçois justement Nicolas Turban, mais aussi Katia ainsi que Vanessa Bécouzi pour une conférence, les changements créés par les nouvelles fréquences de la lumière. Voilà. Waouh, waouh. Conférence à 20h30, un trio de choc encore. Ouais. Donc voilà, ça va. J'avais déjà fait une conférence à 3 avec Katia, Vanessa et Catherine Martin. Et là, du coup, c'est Nicolas qui s'y colle. Donc voilà. Oui, puis tu avais fait ça avec Yoshura et Nicolas aussi. Aussi, tout à fait. Voilà. C'est vrai que je fais des conférences maintenant à plusieurs. Je trouve ça très sympa. Voilà. Bah, écoute, Jess, merci beaucoup. Hein. De toute façon, on te retrouve pour la. Bonsoir tout le monde. Ouais, on te retrouve de toute façon pour la suite de la conférence dans 2 semaines. Voilà, où tu vas nous parler maintenant un petit peu plus de la suite, de la religion, tout ça. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être un débat qui peut être animé. Voilà. Toujours, hein. C'est vrai que quand on parle de religion et de politique, des fois, ça peut un petit peu, j'ai envie de dire, un peu déraper, mais on le fait toujours d'une manière intelligente, dans le respect de chacun. Donc, tout à fait, ça peut faire grincer un peu, mais il y a aussi des choses qu'on doit dire, donc sans prendre parti ni critiquer, mais il y a des faits qu'on doit dire quand même par rapport à notre histoire. Là, il s'agit de notre histoire. Il ne s'agit pas d'interprétation, ni de foi, ni de credo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup de votre fidélité, de nous avoir suivis. Merci. Je vous rappelle donc qu'un Discord est à votre disposition. Voilà, j'ai mis une vidéo tuto sur Mysteria TV avec le lien Discord sous la vidéo. Je vous invite à nous rejoindre dès que vous avez envie. Je veux dire, il est ouvert tout le temps. Ça va vous permettre de pouvoir peut-être rencontrer des gens, d'échanger sur les émissions de Mysteria TV, mais également sur autre chose. On vous y attend. Ne soyez pas timide. On ne mord pas. Enfin, pas encore, du moins. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci de nous avoir suivis et je vous dis donc à dimanche soir. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Ouais, bon week-end.